Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Eric Hanna, comme toujours, accompagné de Sid et Kira. Alors, comment ça va les gars? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Eric, salut Kira. Ma semaine, moi tu vois, j'ai été très studieux, Baldur's Gate à fond, j'ai une chronique à faire pour nos auditeurs, je m'y suis engagé, donc je suis studieux, je travaille bien et je suis à fond dans ce jeu. Et toi Kira? Bonjour à tous, salut les gars. Moi de mon côté, semaine un peu cosy, j'ai pas fait grand chose au contraire de toi. J'ai plutôt glandé, on va dire. Je me suis remis quand même sur Ghost of Tsushima, ce qui est plutôt cool et ce qui permet de changer un petit peu l'ambiance actuelle. J'ai malgré tout été au cinéma voir le dernier Hunger Games qui était plutôt cool, pas spécialement emballé au départ, mais je pense que c'est le mieux des 5. Donc je vous le recommande. Ok. Moi j'ai réussi à m'incruster dans mon podcast préféré, donc voilà, ça c'est fait. Écoute, bienvenue à toi Eric, donc émission un peu spéciale cette semaine, je pense que vous l'aurez tout de suite entendu. Donc petit disclaimer, on enregistre dans des conditions un peu particulières, déjà en présentiel tous les trois, dans un lieu d'exception, une boutique de jeux de société magnifique à Argence, près de Caen, qui s'appelle Roleplay. Et aussi on a un partenariat, un jeu concours, partenariat avec Glénat, qu'on remercie. Donc restez à la fin du podcast, on reparlera de ce jeu concours, mais surtout pourquoi Glénat. Est-ce que tu peux te présenter, Eric, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais là, comment t'as fait pour rentrer dans notre taverne? Ah merde, ça tu me l'avais pas dit le coup de la présentation. Non, je suis scénariste de BD, voilà, depuis une quinzaine d'années, quelques titres au compteur maintenant, dont Badass et Détective, Lucy Lloyd's Nightmare et plus récemment Altamont, Le Royaume sans nom, donc qui sont les deux BD à gagner aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis encore plus récemment 12, voilà. Et gros fan de Splinter Cell, du plus célèbre ninja américain depuis Michael Dudikoff depuis des années. Donc et puis donc on se connaît un peu nous aussi et donc il y a plus d'un an maintenant quand Kira m'avait parlé des débuts, des balbutiements de ce podcast, le truc c'était chiche, on fait un hors-série Splinter Cell, et c'est aujourd'hui, et je suis ravi d'être là. Voilà. Donc tout à fait, hors-série Splinter Cell, on va le fil rouge de l'émission, c'est l'évolution de la saga, évidemment sous le prisme de son héros, Sam Fisher, très connu, héros de jeux vidéo, et aussi les innovations du gameplay au travers de la série, parce que c'est une série qui a su se réinventer. Donc 6 jeux, dont un sur PSP1, je crois, si on veut me dire. Essentials. Mais avant, on peut pas parler, je pense, de Splinter Cell sans parler de Tom Clancy. Ouais. Alors, qui veut nous parler un petit peu de Tom Clancy? Honneur à l'invité. Honneur à l'invité. Du coup, j'ai fait quelques recherches ce matin à 5h. Donc, désolé pour le côté un peu protocolaire, j'ai pris des notes et je vais commencer par une citation de lui qui dit: il y a 2 types de personnes, ceux qui ont besoin d'être informés et ceux qui comprennent tout par eux-mêmes. Vous allez voir que c'est pas anodin dans sa bouche. Donc, Tom Clancy, il est né en 1947. Il était né à Baltimore, dans le Maryland. Il était d'origine irlandaise, fils de postier. Fasciné par l'armée dès son plus jeune âge, il voulait s'engager pour partir au Vietnam. Il voulait participer aux forces de son pays. Et puis donc il fait des études de littérature anglaise et puis il échoue finalement à rentrer dans l'armée après le lycée à cause de graves problèmes de vue. Il devient courtier d'assurance en 1969. Dans les années 70, il change de boîte, il rejoint la boîte de son beau-père, qui rachète dans les années 80. Et enfin, en 1984, sort son premier bouquin, et un chef-d'œuvre du genre, qui va marquer les esprits, qui s'appelle Red October en anglais. Et oui, je vais vous faire aussi des tests pour voir si vous suivez, et À la poursuite de l'œil de verre en français. Et bien sûr, t'as tout lu. Et ils réagissent pas, ils suivent pas. C'est à la poursuite. Voilà. En effet. Je n'allais pas couper Sid, j'attendais qu'il termine de parler, mais oui. À la poursuite d'Octobre Rouge. Oui. Excellent film d'ailleurs, de John McTiernan. Oui. Que je recommande, bien sûr. Comme À la poursuite de l'œil de verre était une citation de Last Action Hero, un autre film de McTiernan. Voilà, ils suivent. Donc énorme succès, l'Octobre Rouge, notamment à cause et grâce au soutien de Ronald Reagan, qui va publiquement proclamer que le livre est parfait.
Et si vous voulez, ça crée un précédent qu'on connaît déjà dans l'histoire de la littérature moderne, c'est Kennedy et James Bond. Kennedy avait placé Bon baiser de Russie dans son top 10 de ses livres préférés, et la popularité de James Bond avait explosé dès le deuxième bouquin. Là, c'est exactement la même chose avec Reagan, et parce que Reagan, à ce moment-là, c'est le super président qui sera bientôt réélu. Pour nos plus jeunes, pour vos plus jeunes auditeurs, je fais partie de l'équipe, c'est nos plus jeunes auditeurs. Mais pour vos plus jeunes auditeurs, ça a rien à voir au niveau popularité. Si demain Emmanuel Macron dit j'adore la choucroute, je suis pas sûr que ça relance la popularité du plat régional. Faut voir. Mais Reagan, ouais, ça, voilà. Et donc du coup, il en vend 400 000 en grand format, 2 millions en format poche. C'est plutôt pas mal. Il gagne 1,3 million de dollars. Enfin, il gagne 1,3 million de dollars grâce à ce seul bouquin 4 ans plus tard. Et la même année, il reçoit 3 millions de dollars en avance pour ses 3 prochains livres, ce qui est plutôt pas mal non plus. Il a été 17 fois best-seller dans les charts du New York Times. 17 fois, c'est hallucinant. On va pas tous les citer, mais quelques-uns quand même. Sans aucun remords, Jeu de guerre, Danger immédiat, La somme de toutes les peurs, Dette d'honneur, Rainbow Six, voilà. Et il a un autre record éditorial en 92 avec l'achat des droits de Sans aucun remords pour 14 millions de dollars. Il est riche. Ouais. Il était riche. Riche. Ça fait du bon. Alors, il est aussi considéré comme le père du techno-thriller. Qu'est-ce que le techno-thriller pour ceux qui l'ignorent? Alors, j'ai pas trouvé la formule, j'ai essayé de la résumer comme une recette de cuisine. C'est un tiers dans les coulisses politiques et diplomatiques d'une situation de crise militaire, ou dans les bureaux des grandes agences américaines, plus particulièrement celle de la CIA, mais aussi celle de la NSA. Un tiers du livre s'attarde sur les techniques militaires, et plus particulièrement celles utilisées par les services de renseignement américains. Et un tiers, finalement, c'est l'action, c'est le thriller en lui-même, à proprement parler. Une pensée du USA et de Russie. Bah oui, c'est le cœur de, bien sûr. La guerre froide, lui sert sert souvent de cœur à ces sujets. Et donc cette appellation de père du techno-thriller, lui, c'est marrant, il la refusait. Il était très humble sur le sujet, et il tenait surtout à la partager avec d'autres auteurs de l'époque. J'en vais citer quelques-uns aussi, et puis donc il y a Robert Ludlum qui est surtout connu pour La mémoire dans la peau. Jack Higgins, qui a eu moins d'adaptations cinématographiques, mais quand même l'Irlandais avec Mickey Rourke, Bob Hoskins. Bad Company, ça j'ai pas vu, je sais pas si t'as vu, Kira. Ouais, voilà, avec Anthony Hopkins et puis Clive Cussler, le dernier. Alors lui, pareil, j'en ai eu plein à dos, dont j'adore renflouer le Titanic. Il a un héros récurrent, un peu comme son James Bond à lui, qui est un plongeur, un ancien plongeur de la Navy. Donc un de ses plus célèbres, c'est renflouer le Titanic. Et puis j'ai vu que Sahara, le film avec oui, en fait c'est l'adaptation de Clive Cussler il joue Dirk Pitt dedans. D'accord. Et je voulais le voir avant de venir, mais j'avais plein d'autres choses à faire. Par exemple. Donc pour toutes ces raisons, donc c'est un précurseur visionnaire de la littérature, mais aussi du jeu vidéo, puisqu'il a été de nombreuses fois adapté dès 1987 avec donc l'adaptation de Red October. S'en suivront d'autres jeux qu'il va coécrire et produire. Mais en fait, c'est déjà faut dézoomer. Le jeu vidéo en 87, on est dans l'époque NES. En Europe, on est tous sur Amstrad ou Amiga. Le jeu vidéo, c'est pour les enfants, encore dans tous les esprits d'adultes. Et lui, il voit déjà une porte ouverte vers le futur, et il décide d'investir vraiment de ses propres moyens, de s'investir lui-même, d'écrire pour le jeu vidéo. C'est lui qui a été proactif, vraiment. Ouais, c'est vraiment. Ouais. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Il n'a pas été démarché et tout. C'est lui qui a voulu. C'est assez fou, ça. Hein. Ouais. Il voulait développer son visionnaire quand même. Hein. Totalement. Parce qu'on peut dire Stephen King a aussi été adapté. Enfin voilà, mais les types touchaient surtout leur chèque, et puis étaient contents de toucher un nouveau média, mais ils n'étaient pas aussi à ce point-là engagés que lui, qui voyait déjà l'intérêt de la narration par la narration vidéoludique. Et encore plus à partir de 96, parce qu'il va co-créer Red Storm Entertainment avec l'un de ses consultants militaires, qui est un capitaine de la Navy, qui s'appelle Doug Littlejohn. Et là, je suis obligé de citer Chuck Norris. Je mets mes pieds où je veux, Littlejohn, et c'est souvent dans la gueule. Énorme succès avec le premier Rainbow Six, qui, il faut le rappeler aussi, est le premier tactical shooter de l'histoire du jeu vidéo.
et qui attire déjà l'attention et les intérêts d'Ubisoft. Ce dernier, Ubisoft, donc rachète le studio en 2000. La franchise Tom Clancy est depuis l'une des branches les plus lucratives de l'éditeur français. Plus précisément, l'éditeur breton, si Kira veut préciser quelque chose sur le Mont-Saint-Michel. Redstorm, non? Ah, le Mont-Saint-Michel. Non, c'est le studio, c'est Redstorm. Alors, l'ancien studio, c'était Redstorm, qui avait acheté Tom Clancy. Maintenant, c'est Ubisoft qui détient les droits de la licence Tom Clancy, qui l'a fait vivre, entre grosses guillemets. Et oui, le Mont-Saint-Michel est à nous, je le revendique encore une fois. Bien sûr, on aime les Bretons, mais c'est cher. Oui, et pour revenir à la première citation que je vous ai donnée, ceux qui ont besoin d'être informés et ceux qui comprennent tout par eux-mêmes, ce qui est incroyable, c'est que ce type-là, c'est vraiment un autodidacte qui, ses bouquins, en fait, c'est un rat de bibliothèque qui s'est renseigné de lui-même, qui s'est fait son propre relationnel pour avoir des bouquins ultra pointus sur les technologies militaires, sur les techniques employées, sur voilà tout le sel de ses bouquins. Et c'est aussi vrai au sujet du jeu vidéo. Parce que lui, avant l'heure, il a aussi tout compris par lui-même. Il savait que le jeu vidéo deviendrait quelque chose de beaucoup plus grand. Un visionnaire. Voilà. Vous voyez, dans les deux cas. Et alors qu'on explique un petit peu à nos auditeurs pourquoi on se réunit exceptionnellement autour de Splinter Cell. Alors moi, j'ai pas joué au jeu. J'ai juste vu un petit peu les jeux chez toi rapidement, Eric. Mais vous êtes tous les deux des grands fans de Splinter Cell. Kira, pourquoi cet amour à Splinter Cell, à cette saga? Pourquoi tu la kiffes autant? Alors moi j'ai commencé par une petite anecdote justement. La première fois que j'ai vu Splinter Cell, à l'époque je travaillais dans un Micromania. Et il y avait une vidéo qui tournait en fait de Splinter Cell premier du nom, donc c'était en 2003. Et en fait on voyait une scène où Sam Fisher avançait et passait entre des rideaux avec des effets de lumière. Et j'étais déjà un grand fan de Metal Gear à l'époque et quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, ça doit vraiment être ouf. Et derrière, du coup, c'est là que j'ai commencé à mettre la pièce et à jouer à Splinter Cell. Avant Splinter Cell, je jouais déjà à Rainbow Six à l'époque sur Dreamcast. Ça remonte à loin. J'avais déjà fait le premier Rainbow Six comme ça. Et quand j'ai compris que c'était dans le même univers avec le fameux logo Tom Clancy, je me suis dit, c'est forcément un jeu pour moi. C'est pour toi. Et c'est de là qu'est venu cet amour pour cette saga que j'ai. Bon, je ne suis pas un fan hardcore non plus comme Eric. C'est vrai que il y a un certain temps que j'ai pas fait les 3 premiers jeux maintenant. Mais j'ai fait tous les jeux et c'est avec nostalgie et un certain amour pour la saga quand je les pense. Et la légende veut, Eric, tu fais les jeux quasiment tous les ans, hein, 3 fois par an. Tous les jeux sont poncés chez toi. Non, pourquoi Splinter Cell? Non. Fred, faut que tu nous expliques. Alors non, c'est une légende urbaine de l'ombre. Ah ouais. Non, genre en début d'année, quand j'en fais toujours un ou deux. J'ai toujours une période Splinter Cell dans l'année et c'est souvent après les fêtes. Voilà, donc ça va arriver. Là, je suis pas du tout dedans. Ça tombe très mal. Je suis en plein Zelda, donc ça va pas du tout. Mais ouais, je m'y replonge fréquemment depuis que je les ai tous retrouvés. Donc les versions HD. Même les versions plus que HD, même boostées par la Xbox, qui étaient soldées à tout petit prix. Ça allait entre 7€ et 15€ max, je crois. Et Ubisoft a absolument pas communiqué dessus. C'était il y a 5-6 ans. Ils ont été retirés du store d'ailleurs, les 3 premiers. Et ça parce qu'on peut plus là. On peut plus les avoir malheureusement. Ceux qui l'ont acheté pour le moment, maison, mais on arrivera aux incompréhensions autour de la saga bien plus tard, mais ça en est une de pourquoi. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient été ravis de l'offre. Et je m'en lasse pas. Pour ta première question, pourquoi le premier rapport avec le on devait être en 2001, c'était dans un Joypad ou un Console Plus où le titre disait Ubisoft non, c'était le MGS2 Killer. Et rien que d'avance, c'était hilarant de faire Ubisoft. Et alors j'adore dans un vieux The Game François Coulon, donc c'est le vrai premier créateur qui a travaillé qui était lead projet sur le tout premier Splinter Cell, qui a travaillé avec les Américains d'abord à New York avant de partir à Montréal, qui dit cette phrase, il dit à Ubisoft jusqu'ici le seul truc qu'on avait tiré c'était le point de Rayman. Et j'adore parce que on est exactement dans cette idée de dire mais qu'est-ce que vous êtes pas un peu prétentieux, enfin vous avez vu moi j'avais une Dreamcast comme toi et la démo de MGS2 m'a fait acheter une PlayStation, c'était incontournable sans compter GTA 3 et Devil May Cry.
Et ouais. On peut parler de ça si vous voulez. Hein. Moi, je serais plus à l'aise à parler de Devil May Cry. Peut-être un autre jour. Un autre jour. Me tente pas. Mais et donc oui, la première réaction, c'est de faire non, les mecs, vous êtes à côté de la plaque, vous y arriverez jamais. En face, il y a déjà un mastodonte, déjà dès le 2e épisode. Et puis, mais par contre, il y avait une photo qui était celle de finalement de la couverture du jeu, où je me disais par contre sur le character design, les mecs se sont pas loupés parce qu'il est instantanément charismatique. Reconnaissable en plus. Les trigoggles sur le crâne, tout de suite, ça crée une signature. Fort, et puis la tenue de la cloak suite, la tenue de ninja moderne, me dit bon, voilà. Et puis finalement un an plus tard, donc c'est novembre-décembre 2002, je passe chercher une guitare chez un pote qui s'appelle Ephraim. C'est marrant d'ailleurs parce il est ensuite devenu programmateur pour Ubisoft des années plus tard. Et il me dit tiens, en fait le MGS2 Killer je l'ai. Ah tiens, fais voir. Je devais passer 5 minutes. Je suis reparti à 6h du matin. Voilà. Et ça a été une énorme claque pour l'époque, et graphique, et de propositions, et de différences, et de dire ils sont malins parce que ils mettent pas les œufs dans le même panier que Kojima. Ils s'en inspirent ce qu'il faut, mais ils parient sur d'autres choses, et c'est d'autant plus intéressant. Okay. Le jeu a sa propre identité, et c'est ça qui est fort. En fait. Ils auraient pu faire un clone comme la plupart des jeux actuels Ubisoft, mais je pense que ce jeu a amorcé l'âge d'or Ubisoft. En fait. Ah toi tu trolls déjà Ubisoft moderne. On a le droit, on peut y aller, d'accord. Okay. Sauf si on aimerait bien qu'Ubisoft nous écoute. Dans ce cas-là, allez-y doucement quand même les gars. Justement, tous les podcasts, qu'on les aime bien. Non, on aime beaucoup. On aime beaucoup Ubisoft. Et du coup, enfin moi, qui regarde la saga un petit peu d'extérieur, comme ça, je connais pas trop la saga, mais la représentation, enfin moi, Splinter Cell, c'est Sam Fisher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, avant vraiment qu'on détaille chaque jeu, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Sam Fisher, l'archétype, le personnage qui représente au moins la genèse, et on verra comment ça évolue avec le temps. Mais qu'est-ce que, toi, Kira, qu'est-ce que représente Sam Fisher pour toi? Alors, déjà pour commencer, je vais faire un petit récap du personnage. Donc c'est un personnage qui a été créé par le scénariste J.T. Petty, qui a coécrit la franchise avec Clint Hawking, avec un design de l'artiste de Martin Kaya peut-être. Voilà. T'as bien révisé. Sam Fisher a vu son design évoluer progressivement avec plusieurs références. La première référence assez connue, ça reste George Clooney. Derrière, on est passé par Hugh Jackman ou Ed Harris, par exemple. Là où le personnage m'a beaucoup plu, donc toi tu l'as surtout joué en VO, moi je l'ai plus joué en VF. En VO c'est Michael Ironside qui le double, que vous avez vu dans Total Recall, dans ce fabuleux film qui s'appelle Highlander 2. Oui, alors Scanner, Starship Troopers, Top Gun, et puis ton film préféré, Miss Karate Kid. Et dans Miss Karate Kid, un film incroyable d'ailleurs que je regarde une fois par an. Et en français, il est doublé donc par Daniel Beretta, doubleur, comédien de doublage que j'apprécie énormément. C'est Batou. Le doubleur, d'Arnold Schwarzenegger, de Batou dans Ghost in the Shell. Et, au niveau du personnage, c'est un personnage qui a une histoire complexe et mouvementée. Il est marqué par son passé militaire, sa famille, ses amis, ses ennemis. Il vit des missions périlleuses aux quatre coins du monde. Il doit souvent faire face à des dilemmes moraux, des trahisons, des situations critiques. On le voit un peu comme le bon père de famille. Il a un humour aussi très cynique. Il a un sens de la justice très développé. Et c'est un personnage qui est très professionnel et surtout très doué dans son métier. En fait, c'est un très bon exécutant qui va venir faire ses missions sans poser de questions, vraiment, mais qui va les faire de façon très méthodique et très pro. Et surtout, c'est un personnage qui est vraiment surentraîné. On le voit, il est très félin, il est très agile. On peut faire le grand écart entre deux dans un couloir à la Jean-Claude Van Damme. Le speed jump. Donc ça, c'est vraiment un personnage qui est qui envoyait du rêve déjà à l'époque et qui envoie toujours du rêve maintenant, parce que quand on joue Sam Fisher, on n'est pas un brouillot, quoi. On est vraiment pour moi un super expert, un expert. Tout à fait. Fred, t'as déjà fait le bilan de pas mal de trucs. Juste Tom Clancy était quand même superviseur sur l'écriture du personnage, parce que par exemple il était pas du tout d'accord pour les premières Google, parce que pour Clancy c'était pas réaliste que les Google puissent afficher en même temps la vision nocturne et la vision infrarouge, parce qu'à l'époque l'encombrement des techniques permettait pas et Ubisoft a insisté pour faire plier le romancier, pour que le seuil de crédibilité lui dire
dans 20 ans, ça sera sans doute bon. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Michael Ironside, en fait, il joue un rôle déterminant dans la création du personnage parce qu'il voulait pas jouer un personnage bas du front. Il voulait pas jouer juste une machine à tuer. Et ce qui était à l'origine l'approche du projet, qui a été, on va pas revenir peut-être sur toutes les versions, parce que ça part à l'origine d'un projet de science-fiction assez barré sur une planète, sur une ville volante, et le point commun c'était un flingue qui servait de multi-gadget, et en fait tous ces gadgets ont été redispersés sur le personnage, aussi bien la vision nocturne que les différentes grenades, les caméras, tout ça. Plus réaliste. Oui, en fait, ça a totalement changé une fois qu'ils ont récupéré la licence Tom Clancy, ils sont partis, voilà. Et donc c'est Michael Ironside qui a joué un rôle déterminant dans l'humanisation du personnage. Il a porté son humour. L'humour aussi, donc, moi j'ai essayé de le résumer comme ça, donc c'est un homme considéré et utilisé comme un outil par son gouvernement, et parfois comme un scalpel. D'ailleurs, souvent, sur les 3 plus grosses licences Tom Clancy, on va dire que les Rainbow Six sont le marteau, les Ghost Recon sont le sabre, et Splinter Cell est le scalpel. Intéressant. Mais attention, gros cliché, ça reste un homme avant tout, avec des doutes, des interrogations, des réflexions sur ses actions, qui garde beaucoup d'humour, souvent noir et grinçant, pour continuer à faire son job. Vraiment, ces aspects, c'est Michael Ironside. Et il faut mettre un astérix maintenant, en parlant du cette première version, qui va servir de canevas pour les 3 premiers Splinter Cell, et on en reparlera dans les opus suivants. Voilà, sans ça, oui, ce que tu disais, c'est un ninja américain des temps modernes, assez jouissif à contrôler. Je propose qu'on attaque et qu'on parle directement du premier jeu, donc ce ninja des temps modernes, Sam Fisher. Qu'est-ce que vous pouvez, comment il interagit dans le premier jeu, comment il arrive comment on arrive nous à jouer ce personnage, bref, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu et nous parler du premier jeu? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui a révolutionné un petit peu le jeu vidéo à cette époque? Bref, le premier jeu. Avant de commencer, le jeu a été développé par Ubisoft Montréal, et ça c'est assez important parce que ça reviendra plusieurs fois au cours de la saga, sous la direction de Clint Hawking. J'en ai parlé tout à l'heure pour la création de Sam Fisher, et donc forcément il a été inspiré par les romans de Tom Clancy et le film La Somme de toutes les peurs. Le jeu a été conçu comme une expérience d'infiltration réaliste où le joueur doit utiliser l'ombre, le son, la lumière et divers gadgets. On en reparlera pour pouvoir finir ces missions. Et le jeu utilise le moteur Unreal Engine 2 à l'époque, qui permettait de créer ces fameux effets visuels si impressionnants en tout cas. Il est sorti en exclusivité sur Xbox au début, et il a donc bénéficié du soutien de Microsoft, qui leur a fourni également des kits de développement et des conseils techniques. Les lumières vertes, c'est justement en hommage à Microsoft, on va dire, tout à fait à la marque. Le jeu était un succès critique et commercial, recevant des notes très élevées de la part de la presse spécialisée, et s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Le jeu a également été salué pour son gameplay innovant, son scénario captivant et sa réalisation soignée. Et le lore, l'histoire peut-être. Oui, l'histoire en fait elle sert plus de trame de fond. Justement, c'est un des points forts d'Ubisoft, c'est un des côtés malins qu'ils ont vu dans l'adversité avec Metal Gear, c'est de pas justement tout miser sur l'aspect narratif, en fait, qui reste vraiment en toile de fond. Alors évidemment, Sam il a des missions et qui s'inspirent de l'univers de Tom Clancy, donc c'est-à-dire une situation de crise. Soit à faire exploser, soit à désamorcer. Et puis il est l'outil vraiment au bout de comment dire, le bras armé. Le bras armé. Ouais, mais alors c'est justement un des intérêts de Splinter Cell, c'est justement de ghoster les niveaux sans vous faire remarquer le plus possible. Parce qu'en fait, lui, le point d'orgue, c'est la réussite de la mission. Ouais, l'objectif c'est toujours la réussite de la mission, mais contrairement à plein d'autres jeux d'infiltration, l'assassinat c'est très rarement l'objectif de Sam. Par exemple, dans le 3e, je crois qu'on peut finir le jeu en tuant 2 personnes imposées par le scénario, et c'est tout. Tout le reste, les niveaux, il faut les faire le plus furtivement possible, parce que c'est dans l'intérêt de la NSA de jamais être remarqué. En fait, d'où l'intérêt de ghoster les niveaux.
Et parce que lui, donc c'est surtout la collecte d'informations, l'écoute, la mise sur écoute, voilà, plus ce type de mission. Donc vraiment rester dans l'ombre au sens propre et figuré. Et par contre, l'histoire en elle-même, elle va être racontée, on va dire, à la Verhoeven, c'est-à-dire que c'est des flashs d'informations qui vont ponctuer chaque coupure entre les missions et vous donner les news. Voilà, vous regardez, c'est comme si vous regardiez LCI ou un journal télé en continu. Et c'est assez marrant, c'est bien écrit de ce côté-là aussi, parce que sous les news, il y a le bandeau d'informations continue, et les mecs s'éclatent à balancer des fois des blagues, des anecdotes et sur le lore, voilà. Faut les regarder, quoi. Faut les lire. Ouais, faut les lire. Ça fait partie vraiment du folklore du jeu. Bah justement, ce que tu dis, moi, on va dire, c'est peut-être un des griefs que j'ai sur la première trilogie, c'est le fait que l'histoire soit trop en toile de fond. Moi, ce que je préfère vraiment dans les jeux vidéo, c'est l'histoire, c'est comment je vais avancer pour vraiment m'intéresser au personnage. Et là, c'est vrai que j'ai plus la sensation de mission indépendante, même si on a quand même une toile derrière, qu'une vraie histoire complète. Et c'était vraiment le cas dans les jeux, à l'époque, Rainbow Six, Splinter Cell, ou même, Ghost Recon, c'est que c'était plus un enchaînement de missions. Après, c'était ce que tu disais, Eric, c'était un peu l'élément différenciant, mettre le scénario un peu de côté pour pas être assimilé à du MGS. Exactement. Tout à fait. Par exemple, il y a aucun élément fantastique ou la science-fiction, c'est de l'anticipation dans Splinter Cell. Ouais, c'est juste jouer avec la réalité pour pouvoir mettre une option de plus sur des lunettes. C'est pas un type qui lit dans les pensées, qui lévite, qui Pas des robots géants. Par exemple, par rapport à MGS, il n'y a jamais aucun boss dans Splinter Cell. Il n'y a jamais de combat de boss. Parce qu'ils veulent pousser le curseur du réalisme. Et moi, à l'époque, c'est ce qui m'a vachement marqué. Et donc, cette première soirée-là, cette première nuit blanche sur le jeu, c'était le plus beau jeu de la Xbox à ce moment-là. De loin, c'est une claque graphique. Le travail sur la lumière et l'obscurité qui sont au centre du gameplay, comme tu as pu le voir sur les extraits qu'on regarder ensemble. Tout le travail sur ce qu'ils appellent les soft matter, les light objects, c'est-à-dire toutes les tentures, les draps, les plastiques, ça on n'avait jamais vu ça avant. La première fois qu'ils repoussent un rideau pour passer et c'était révolutionnaire. Les nombreuses possibilités, fluidité de ces mouvements, alors vraiment t'as l'impression de jouer à un ninja des temps modernes. Le nombre de gadgets qui sont aussi pas mal originaux. Par exemple, par rapport à MGS, ils sont jamais rentrés dans les fléchettes anesthésiantes parce que c'était le précaré de MGS. Mais ils se vengent sur plein d'autres trucs, donc les grenades variées, le SC2000 avec visée sniper, taser, flashball, fibre optique, crochet, voilà. Et puis les mouvements aussi. Moi, j'ai toujours l'impression que c'était un félin, Sam Fisher, par rapport à Big Boss, qui est moins... En fait, on a vraiment l'impression d'être un super espion, on a vraiment notre équipement, un petit peu comme Hitman. On a notre propre équipement et on peut utiliser vraiment tout cet équipement pour appréhender les missions de la manière dont on a envie. On n'a pas parlé de la Splinter Cell en elle-même, c'est-à-dire l'équipe autour quand même, parce que donc c'est une équipe réduite qui comprend le colonel Irving Lambert, qui est une vieille connaissance de Sam, qui est le chef de projet de Sœur d'échelon. Il y a Anna Grimsdottir qui est la responsable communication, et puis il y a Wilkes, le premier responsable logistique. Un truc qui me faisait déjà rire à l'époque, c'est les traits Google en elles-mêmes, donc qui sont indissociables de Sam et de l'imagerie qu'on a de... Donc les lunettes, toujours. Ouais, toujours. Ils sont vert fluo. Ouais. Qui font de lui un triclope, le célèbre triclope qu'on connaît. Et en fait, on n'y pense pas toujours, mais quand ça vous percute, vous dites, en fait, il y a une contradiction dans ce design. C'est un type qui est censé être ultra furtif et qui se balade avec 3 lumières sur la tête. Et en fait, ce truc qui est vraiment, c'est du brisage de 4e mur, où en fait, c'est aussi bien l'indicateur qu'il a dans le dos sur sa radio et les 3 lumières, c'est un indicateur pour le joueur et le joueur seul. Et c'est assez marrant cette contradiction. Évidemment, Sam ne brille pas dans la nuit pour ses ennemis. Tom Clancy n'aurait pas validé cette idée. Non, c'est vraiment un aspect qui se balade, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est vraiment un aspect vidéoludique qui permet aux joueurs. Tu m'avais un peu expliqué ça quand on avait fait une session de jeu. Ça permet quand on est dans des environnements aussi très noirs. Ouais.
tout simplement de le voir. Qu'on a dans le dos, voir notre personnage. Sinon, en fait. on voit rien du tout, parce que le noir est vraiment, c'est profond, c'est bouché. Ça, c'est un contre-pied par rapport à MGS aussi, c'est-à-dire que quand il fait noir, il fait On voit nuit noire, Ouais, et on voit on voit plus rien à part l'indicateur donc l'utilisation des modes de vision nocturne et thermique, ils sont, on peut pas faire sans dans le jeu. Sans ça, vous connaissez le jeu par cœur, vous le faites les yeux fermés, mais c'est vraiment au cœur du gameplay. J'avais noté aussi, un peu en retrait, mais les musiques d'ambiance sont quand même super travaillées. Même si elles sont aussi discrètes que le scénar. Scénar qui, on doit le noter aussi parce que c'est amené à changer apparemment. Scénar qui s'inspire beaucoup c'est de la politique fiction de son époque. Donc le premier, ça se passe en Géorgie, dans un véritable pays, avec une crise fictive, mais qui pourrait qui ressemble au réel. Enfin, voilà, avec des noms de pays réels et des implications de. Ce que Ubisoft ne fait plus maintenant. Voilà. Depuis Blacklist. Non, c'est le prochain qui est annoncé comme tel. Blacklist, c'était encore des pays. Non, pas Blacklist, mais depuis le fameux Ghost Recon. Oui, depuis Bolivie, Ghost Recon Bolivie, ouais. Depuis Wildlands. Voilà. Donc oui, la musique, pour finir, la musique c'est des sentiments pour les oreilles et en fait juste en quelques nappes, les compositeurs arrivent à vous poser des ambiances qui évidemment s'emballent avec l'action si vous vous faites repérer, tout ça. Les journaux de Verhoeven, on en a parlé, le spin jump légendaire. Et voilà. Et concrètement, comment le jeu est découpé? Du coup, un enchaînement de missions. On retourne dans notre base entre chaque mission, on a un débrief et on repart. Mission briefing. Mission briefing. De ça, juste du début à la fin du jeu. Alors briefing oui et non, parce que c'est les cinématiques qui servent de briefing. En fait, il y a les coupures les coupures de journaux télé entre chaque mission, et ensuite on a une scène cinématique, pas avec le moteur du jeu, vraie cinématique d'époque, où on va avoir en effet les débriefings plus ou moins rapides en fonction des nécessités d'intervention. Ok. Donc ça c'était le premier Splinter Cell. Le deuxième, on est sur Pandora Tomorrow, le jeu sorti 2004. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce qu'il y a déjà une marge de progression? On reste sur des acquis? Enfin, comment les développeurs ont abordé ce deuxième volet de la saga? Alors déjà, le jeu a été développé par un autre studio, par Ubisoft Shanghai, avec la collaboration d'Ubisoft Milan et Ubisoft Annecy. Donc il a toujours été supervisé par Clint Hawking, mais il était déjà en cours sur le troisième Splinter Cell. C'est pour ça. C'est vraiment de la supervision. Il a donné des conseils aux équipes chinoises et italiennes essentiellement. On est toujours sur Unreal Engine 2. Par contre, c'est un moteur amélioré. On a vraiment eu un gap entre le premier et le deuxième au niveau des effets de lumière et au niveau des effets, de flamme, par exemple. Et le jeu a apporté pas mal de nouveautés au niveau du gameplay solo, comme la possibilité de se suspendre à des barres et de tirer des balles aveuglantes, de scanner les empreintes digitales des ennemis. Le jeu propose aussi des missions plus diversifiées, se déroulant dans des lieux comme la jungle indonésienne, le train de Jérusalem ou l'aéroport de Los Angeles, par exemple. Ouais, on pouvait déjà se suspendre dans les précédents, mais cette fois on peut se suspendre, on peut tirer en étant suspendu par les pieds. Ouais. Ok. C'est ça la grosse feature du jeu. Alors non, c'est vrai que vous m'avez pas vendu du rêve, les gars. Attends, ça arrive. Se suspendre et tirer. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, pour moi alors j'aime beaucoup le 2 pour ses missions. Il y en a une assez passionnante qui est pourtant la plus linéaire dans un TGV. Pour les fans du premier Mission Impossible, ça ressemble pas mal à ça. Mais en fait, oui, le 2, c'est le même en un poil plus beau, avec des meilleurs effets, par exemple, sur l'eau, sur les lumières encore plus poussées. Le gameplay affiné dans ces transitions de position, surtout quand vous passez, par exemple, quand il passe sur une échelle, quand il glisse sur une rambarde, quand vous passez du premier au deuxième, c'est un plaisir de faire, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus, les transitions, sauf la marche, étrangement, je trouve qu'il a plus de classe quand il marche naturellement dans le premier que dans le deuxième. C'est le seul moins, je trouve, sur l'animation, mais donc des mouvements encore plus souples. Et puis on ajoute le gameplay. Il y a un truc qui est jamais revenu, pourtant qui était très pratique, qui s'appelle le SWAT turn, c'est-à-dire que vous êtes sur un coin de porte, vous voulez passer à un autre coin de porte, il fait une petite vrille sur lui-même, et en plus en toute discrétion, surtout que en fait vous êtes invisible quand vous faites ce truc-là, même quand vous avez des gens qui regardent la télé juste en face de la porte, il n'y a pas de problème, la magie du SWAT turn. Et puis le half split jump, c'est le split jump, donc non plus en grand écart, mais en fait il va se servir de cette première position pour monter encore plus haut.
Ok. Et donc ça permet des niveaux encore plus verticaux. Ouais. La visée laser pour le 5.7, son pistolet, le SC Pistol emblématique. Cette fois, c'est parce que ça on l'a pas dit dans le premier, mais la visée, ça a beau être un super agent, et des fois il peut louper son tir. C'est-à-dire tu m'avais montré ça, le petit point rouge là qui bouge. C'est ça. En fait, vous le voyez pas à l'écran, mais votre mire, en fait, elle bouge toujours autour du même point, évidemment, mais elle bouge constamment. Et cette fois, la visée laser, ça permet de voir exactement le petit mouvement des mains qui jouent sur la visée. Ouais, et c'est très pratique. Et puis, les alertes des gardes qui sont complètement revisitées, parce que cette fois, à chaque nouvelle, donc, dans le premier, vous faisiez griller 3 fois, la mission était annulée. À noter aussi que si vous cachez pas un corps, si vous laissez des corps à la vue de tous, vous êtes grillé. Cette fois, c'est un peu mieux fait parce que, alors, faut toujours planquer les corps dans le noir absolu, faire gaffe à sa barre de luminosité. Sauf que cette fois, les alertes de garde sont revisitées pour que les ennemis s'arment différemment en fonction des niveaux d'alerte. Enfilent des gilets pare-balles, augmentent leur patrouille, voilà. Il y a une réactivité plus sympa de ce côté-là. Et il peut, alors ça, je pense que ça va achever de te convaincre. Attention, t'es prêt, Sid. Ouais, je suis chaud. Il peut siffler pour faire diversion. Il peut siffler comme dans Assassin's Creed Mirage, où tu peux faire venir les mecs. Assassin's Creed, c'est vachement piqué plein de trucs aussi à Splinter Cell. Donc on peut siffler. Le jeu s'est très bien vendu, c'est vendu aussi à 3 millions d'exemplaires comme le précédent, donc ça prouve bien que c'était une licence qui avait le vent en poupe à l'époque, et encore une fois une très grosse vitrine technologique en fait. C'est un jeu qui impressionne, même encore maintenant, quand on le voit tourner, il y a certains effets de lumière, on se dit, même 20 ans après, voilà, quand même. Puis par rapport au premier, on l'a pas dit non plus, beaucoup plus de terrain en extérieur, dans des végétations, dans la jungle, dans une grotte, c'était pas ce jeu, le premier niveau dans la grotte? Non, ça c'est Chaos Theory. Ah, Chaos Theory. Ok, avec une utilisation de la végétation en fait qui se dégage sur son chemin dans la jungle. Est-ce que MGS3 était déjà passé par là à ce moment-là? Non. C'était après. Parce qu'on sait que les séries se sont beaucoup inspirées de l'autre. Ça, je sais pas qu'on voulait le dire, mais parce qu'on dit Splinter Cell a tout piqué à MGS, la réciproque est vraie. Kojima, il le fait franchement, il y va même avec des gros clins d'œil pendant ses présentations d'E3 et tout, carrément habillé Snake en Snake avec les Google et tout. Il y avait un mode dans MGS3 où on devait chasser les singes de Ape Escape. Ape Escape. Et quand on demande à Snake s'il peut y aller, il dit ah non, les autres sont pas dispo, Sab et Gabriel ils sont pas là. Et Gabe c'était le héros de Siphon Filter, exactement. Ok, donc ils sont des private jokes entre eux. Et je pense que Kojima a vraiment pris plaisir à jouer à Splinter Cell parce que ça lui permettait de jouer à des jeux d'infiltration qu'il connaissait pas par cœur. Et il y a une vraie amitié entre les deux sagas au fil du temps. Et du coup, c'était une de mes questions, mais on peut maintenant qu'on en parle. Qu'est-ce que vous répondez tous les deux à des gens comme moi qui à l'époque disaient que Splinter Cell c'était un sous-MGS? Ça c'est beaucoup revenu quand même. Moi j'étais comme toi en fait. Tu vois ce que je disais tout à l'heure par rapport à la première réception du jeu, je me disais non, ça ne peut être qu'un sous-MGS. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette saga et plus particulièrement les premiers, c'est de savoir se distinguer intelligemment du maître tout court et du maître étalon. Déjà, rien que le fait qu'ils avaient un concept, l'ombre et la lumière, déjà, ça fait toute la différence parce que tout le jeu est vraiment basé là-dessus et à partir de là, on apprend les niveaux avec ce prisme-là. Et contrairement à MGS où au final, on avance de façon peut-être un petit peu plus linéaire et en plein jeu. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas cette dimension fantastique qu'il y a. C'est clair, c'est plus terre à terre, c'est plus à l'américaine. Et réaliste avec des énormes guillemets, mais réaliste néanmoins. Parce que le mec il fait quand même des tractions, la tête en bas avec un flingue, clairement. Ça c'est jouable, hein. Avec un peu d'entraînement, les abdos, ça fait. Donc après, du coup, la trilogie, enfin, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a 2 trilogies, et ça c'est un concept qu'on va développer après, mais là, 3e épisode, du coup, Chaos Theory 2005. Est-ce que maintenant Sam il chantonne aussi en plus de moi j'ai alors c'est peut-être America, USA, enfin Europe, moi j'ai 2004, mais parce qu'il y en a, donc ça a été en 3 ans, les 3 jeux en 3 ans, un par an. C'est pour ça que ça a changé de studio. Là on est parti sur Ubisoft Montréal avec la collaboration d'Ubisoft Milan et Annecy toujours. D'accord. Avec toujours chapeauté par Clint Hawking. Donc c'est vraiment on va dire le papa de la saga.
toujours sous l'Unreal Engine 2, et le jeu introduit un mode coopératif qui permettait à 2 joueurs de s'entraider pour accomplir des missions spécifiques en utilisant des actions, des gadgets exclusifs à ce mode. Bah, j'ai envie de te dire non. Ah oui. C'est Ça Pandora. commence à vous contredire. Je crois que c'est Pandora qui introduit. Non, c'est quelque chose. Alors entre le multi Ouais, et la coop, parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Il y a du multi qui arrive dans le 2e, mais la coop arrive dans le 3e. Bah, ok, dit comme ça, d'accord. Oui, par contre, Ouais, il y a ouais, du multi dans le d'accord. 2e où je crois Ouais, que ouais. c'était Espion versus... Spy, ouais. C'est ça. Spy, bah non, enfin, Espion versus Spy, ça peut pas marcher. Spy versus Mercenaries. C'est ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dans le 2e, et la coop vraiment arrivée dans le 3e. Ah, il y avait quand même- certaines missions dédiées. Il y avait quand Et, même cette et- nouveauté-là, alors, du multi. ah ouais, mais ça a été une vraiment révolution aussi Ouais. du jeu multijoueur, ouais. Avec déjà un jeu, comment on dit, Asymétrique. asymétrique, merci. Et poussé un peu par Xbox, parce qu'on sait qu'à l'époque, ils voulaient miser sur le live, enfin, le Ouais. online Xbox. Ils ont donc c'est- bénéficié du. C'est ça, sur la première Xbox, avec le Xbox Live, tu pouvais jouer justement à Splinter Cell. Je me souviens, j'en avais fait beaucoup de parties à l'époque, Ouais. sur le second. Et on avait pas mal poncé les maps. C'était très cool, de bons souvenirs en tout cas. Le jeu s'est vendu, lui, à 5 millions d'exemplaires. Le À Chaos travers Theory, le- là, le 3e. Ouais, il a eu un pic de vente, il a été considéré comme le meilleur de la saga. Parce que toujours à c'est le l'heure meilleur. actuelle. Ah. Et en fait, de quoi Parce que c'est le meilleur. Oui, parce que c'est le meilleur, tout à fait. Et le jeu a innové aussi niveau gameplay, en offrant plus de liberté, de choix, comment dire, pour appréhender les niveaux. Ah, Vous pas mal. pouvez adopter différents styles d'infiltration, du plus discret au plus agressif. Il proposait aussi un système de piratage un petit peu plus technique, et le couteau de combat aussi qui est arrivé dans le jeu, avec des environnements aussi plus interactifs. Donc on sent vraiment que le temps qu'ils ont eu entre le premier et le 3e, ils ont vraiment peaufiné leur gameplay, en tout cas, pour faire quelque chose de cool. C'est pour ça que beaucoup de gens voient le 2 comme un 1.5 en fait. Ouais. Comme une évolution. Ouais, Donc là, on pourrait se dire que c'est un vrai Splinter Cell 2, quoi. Oui, puis c'est le retour des créateurs, c'est le retour de Montréal. C'est ça. Pour moi, c'est la formule affinie jusqu'à sa perfection. Il n'y a pas eu mieux depuis sur la licence. C'est toutes les précédentes options d'infiltration renforcées, améliorées. Maintenant, toutes les maps, c'est des semi-mondes ouverts, bien plus ouverts justement, avec de nombreuses voies et possibilités d'approches différentes au sein des mêmes niveaux. Il y a une map très célèbre, c'est la banque au Panama, où en fait vous avez totale liberté pour faire croire à un casse dans la banque. Et vous pouvez accuser les gardes, vous pouviez aller comme un bourrin. Dans les options d'infiltration, il y a aussi des options d'assaut. Hein. Le côté action peut être plus poussé. Vous avez dans les choix de mission un équipement vraiment D'assaut, furtif ou un infiltration. équipement assaut. Ok. Voilà, donc il y a un pompe qui se pointe sous le SC2000 si vous voulez y aller bourrin. Le couteau, en effet, il est présent pour la première fois, il arrive dans cet épisode, mais ce qui est drôle, c'est que si vous voulez ghoster les niveaux, le couteau va quand même vous servir comme le pistolet faisait avant, c'est-à-dire comme un outil. C'est-à-dire pour, par exemple, couper les toiles de tente ou forcer cette fois on peut forcer les serrures avec le couteau, du coup ça fait plus de bruit, mais vous ouvrez plus rapidement, voilà. Musique de Hammond Tobin, qui donc était un célèbre compositeur d'électro et de drum bass de l'époque, et la colle Jesper Kidd, qui est célèbre pour Pour toi qui râle. Eh ben pas du tout, parce que je n'y connais rien en musique. c'est le compositeur légendaire de Hitman, la série. Ah, oui, Il a pas fait tous les épisodes, mais il a souvent été là. Et C'est bon, t'as voilà. Et donc l'association parfaite pour super BO. Une super BO. Le système sonore, justement, on disait si vous utilisez votre couteau, vous faites plus de bruit. Il a complètement été revu parce que cette fois il y a un relevé in-game en fait sous la barre de furtivité. Cette fois, on va avoir une barre aussi de relevé du son. Cette fois, l'intégralité du jeu est réalisable en Ghost aussi, Okay. sauf les deux cibles désignées par le scénario, comme je disais tout à l'heure. Cette fois, c'est vraiment prévu par les développeurs. Parce que dans le premier, il y avait des scènes d'action imposées. Où, en fait, il faut tricher un peu avec le jeu pour arriver à passer sans tuer personne. Et ça peut être très compliqué. Là, le 3, il est vraiment prévu comme ça. Vous C'est aussi pouvez... l'intérêt des maps plus vastes, avec Ouais. plusieurs approches différentes, justement, pour être un vrai fantôme.
Scénario plus poussé aussi, cette fois plus en avant, parce que je sais pas si tu commençais à le ressentir à ce moment-là, Kira. Il y a aussi les répercussions simultanées dans Ghost Recon 2. Ils partagent la même histoire, comme ces deux titres. Crossover. Premier crossover à l'époque. Ouais, puis il y a le vieillissement de Sam qui est souvent évoqué. Ça sert un peu de running gag avec Grims de Tir qui le vanne à mort sur son âge. Par exemple, il lui dit ah ouais, à 91 j'ai passé une année de merde, j'étais sur un bord de route au Koweït. Elle dit ouais, moi aussi j'ai passé une année de merde. Il faisait ah, tu bossais déjà pour le gouvernement? Il dit non, j'étais en 7e. Voilà, ou quand il approche de la banque, il fait ah là là, des lasers, c'est tellement, et puis il fait 90, il fait j'allais dire 70, arrête de me vieillir. J'avais pas vraiment remarqué ça à ouais. l'époque, le côté vieillissement de Sam, justement, j'ai plus ressenti dans celui d'après. Ouais, ben, il en prend gros sur la patate, dans le suivant aussi. Ouais. Et puis le crâne radé, ça joue aussi, je pense, sur le côté. Très sale gueule. Il est plus marqué au niveau du visage et tout. Pour finir, si les interactions plus poussées avec la majorité des gardes, en fait, vous pouvez quasiment interroger tous les, on peut siffler aussi, quasiment interroger tous les gardes avec des nombreux dialogues assez jouissifs. Par exemple, il y a un garde qui a peur des ninjas depuis qu'il est tout petit. Donc quand il y a Sam qui tombe dessus, le type se chie dessus, c'est à mourir de rire. Ouais, des fois on a des anecdotes assez marrantes sur un type qui a vécu la baie des cochons et qui a été traumatisé par l'événement, qui en parle avec un soldat, et quand il se fait choper par un soldat américain, il plaisante pas non plus. Il y a des trucs beaucoup plus légers. Mais ça donne envie d'interroger tous les gars. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois tu fais des runs, tu t'interroges. Mais c'est pas la première. Je sais pas si je me souviens plus. On commence à avoir dit pas mal de trucs. C'est un truc qui a toujours été assez bien traité par Ubisoft, que ça soit les dialogues environnementaux ou les interactions de Sam et les gardes. Déjà dans le 2, le premier garde qui chope, je crois, il dit qu'est-ce que tu peux me dire sur tes copains de l'autre côté de la barrière, et il dit. Et le type dit ils sont armés, ils ont des flingues, et Fisher répond I'm shocked and amazed. Ça veut dire oh là, je suis choqué, vraiment très surpris. Et dans Conviction où il a la dent un peu plus dure, il y a quelques vannes excellentes sur quand il présente des visages et des murs. Non, ça c'est les interactions avec les dialogues et les interactions avec les soldats, c'est assez jouissif. Mais carrément. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. Ouais, venant de lui. Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le jeu très lisse, très techno justement, très basé sur la réalité militaire, mais finalement, au travers justement du personnage de Sam Fisher, ils ont réussi à travailler un côté un peu plus léger. Bah, humaniser tout ça quand même, ouais. Tu vois. C'est pas juste une bête de guerre en fait. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'apport de Michael Ironside, je crois qu'il a vraiment contribué à ça. Il l'a interprété vraiment, quoi. Ouais, aussi. Et tu disais, Eric, que Chaos Theory était le meilleur épisode selon toi, mais est-ce que c'est ton préféré? C'est différent. Oui, c'est différent. En effet. Peut-être le dire à la fin, ça, quand on a fini la rétrospective. Je sais pas. Notre préféré quand on a tout fait. Non, mais je vais couper court. En fait, j'ai du mal à distinguer mon préféré des trois premiers, parce que c'est vraiment une trilogie qui est. Ça, je sais plus si je l'ai dit non plus, mais il y a plein de conséquences et de personnages secondaires qui vont traverser les trois premiers épisodes. Par exemple, vous allez retrouver un personnage récurrent dans le 2 et le 3 qui est très important. Dans les flashs d'infos, vous voyez encore les conséquences du premier Splinter Cell pendant que la Géorgie se remet des événements du premier. Toute une partie de l'intrigue du 3 est liée au premier, aux intervenants, aux pirates informatiques du premier. Ça a l'impression que c'est vraiment une histoire en 3 actes, les 3 premiers, et même si je trouve que la formule est vraiment parfaitement maîtrisée dans le 3, ça m'est difficile de choisir un préféré dans les 3. Et toi Kira, cette trilogie, alors comment tu l'as vécu un petit peu? Est-ce que toi pareil ils sont indissociables ou t'as une préférence sur les 3? J'attendais chaque épisode avec impatience. Bon, c'est vrai que quand j'ai fait les 3 à la sortie à l'époque, moi j'aime beaucoup le 3, surtout pour ses environnements beaucoup plus ouverts par rapport à ça, et c'est vrai qu'on ressentait un petit peu plus l'apport scénaristique sur le 3e jeu. En revanche, oui, c'est 3 actes comme un film, ou le Seigneur des Anneaux, tu vois, t'as 3 films qui font une seule et même histoire indissociable, mais c'est vrai qu'à choisir, moi je partirais plus sur le 3e. Et est-ce que du coup... Rien que le couteau déjà,
Le fait que dans le 3, dans Chaos Theory, on a des environnements un peu plus ouverts, est-ce que c'est un peu dans Metal Gear 3, c'était le cas aussi? C'est dans le 3 aussi où il y avait des environnements plus ouverts, non, dans la jungle? Pas plus ouvert, on va dire, mais c'était des environnements naturels, donc on avait cette sensation. Ouais, j'avais cette d'ouverture. sensation. Ouais. Après, bon, c'était quand même les contraintes techniques de l'époque, on restait quand même dans des grands couloirs, faut pas se leurrer. MGS3 est plus couloir que Chaos Theory. Exactement, tout à fait. Et là, par contre, l'affiliation, si tu veux la faire entre deux épisodes, dans Chaos Theory, il y a déjà de l'infiltration en zone de guerre. Il y a des épisodes en Corée. Voilà, autour de lui, il y a une guerre en cours. Et ça, c'est quelque chose que MGS4 va mettre. Tout le début. Ouais, les deux premières. Et comme notre fil rouge est vraiment centré sur Sam Fisher, est-ce que le personnage évolue sur ces 3 épisodes ou on reste sur le Sam Fisher qu'on a rencontré, qu'on a connu au début, au premier, et il est identique, c'est le même personnage, ou vraiment il évolue déjà sur cette trilogie? Non, moi c'est ce que j'aime dans les 3 premiers, c'est qu'on sent bien que c'est le même personnage, qu'ils ont tenu ils ont tenu leur, je sais pas comment dire, le character design en fait est respecté jusque dans le cœur, voilà. Leur plan de leur personnage et de A jusqu'à Z, on reste sur le Sam Fisher qu'on connaît dans le premier jeu. En fait. Mais par contre, voilà, comme je disais, il a déjà conscience qu'il vieillit, les personnages autour de lui ils font référence, il est un peu plus usé parce qu'il vient de désamorcer déjà 2 guerres mondiales, donc là il se tape une 3e. Donc il est plus fatigué et pareil dans ses remarques, il est un peu plus acide et un humour un peu plus noir, un peu plus amer. Et quand on finit cette première trilogie, enfin, à quoi on s'attend pour la suite, du coup? Enfin, comment vous étiez projeté sur la trilogie qui arrivait après? Est-ce qu'il y avait déjà des bases ou il y avait déjà des bases construites pendant cette première trilogie? C'est vraiment une césure et on part sur quelque chose de très nouveau. On s'attendait tout sauf à ça. Ah. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous parlez vraiment de 2 trilogies. Ouais. C'est en 2 trilogies bien distinctes, et à ce moment-là, il y a un certain Grand Theft Auto 3 qui était sorti, en fait, et moi, c'est vrai que j'avais vu on va dire un Splinter Cell en monde plus semi-ouvert, ce qui arrive bien plus tard au final, et c'est ce que j'attendais pour la suite de l'histoire. Encore plus de possibilités d'infiltration, encore plus de possibilités pour interroger les personnes. Ce que tu souhaitais. Ce que je souhaitais, ouais. Okay. Et c'est ce que j'attendais pour la suite de Splinter Cell. Et c'est ce qui n'est pas arrivé, du coup. Et c'est ce qui n'est pas arrivé, du moins tout de suite. Alors, expliquez-nous ça. On va parler de Splinter Cell Double Agent. Ouais, vas-y, Double Agent, donc là on est en quelle époque? 2006, 2007? Alors, Splinter Cell Double Agent est sorti en 2006, tout à fait. Il a été développé par 2 studios différents selon les plateformes. Parce qu'en fait, petite anecdote, il y a 2 versions différentes du jeu. Une version Xbox originale qui ressemble plus à la première trilogie. Il y a une version 360 qui était le fer de lance de la next-gen de l'époque, en tout cas. Donc Ubisoft Shanghai a développé la version 360 et PS3, PC bien sûr, qui utilise le moteur Unreal Engine 2.5 et propose un scénario plus sombre et plus mature où Sam Fisher doit faire des choix moraux difficiles et gérer sa jauge de confiance entre 2 factions, donc la NSA et la JBA. Moi, je speak bien very well English. Il y a Ubisoft Montréal, du coup, qui a continué à travailler avec Ubisoft Milan pour développer la fameuse version Xbox, PlayStation 2, GameCube et Wii, qui utilise le même moteur graphique que Splinter Cell Chaos Theory. Il propose un scénario plus proche des précédents jeux de la série, où Sam Fisher doit également accomplir les mêmes missions, mais c'est plus en objectif secondaire. Alors moi, celui-ci, je l'ai pas fait. La version Xbox, c'est plus toi qui l'a géré à l'époque. Et grosse nouveauté, enfin oui et non, c'est que là, ils ont vraiment misé sur le multijoueur, en plus que les versions d'avant, tout à fait. Enfin, il y a quand même un mode solo, mais les versions d'avant, Xbox Live oblige. Et là, on se retrouve avec beaucoup plus de maps et une amélioration du mode Spy versus mercenaire. Ce mode a été d'ailleurs salué à l'époque pour son originalité, car il a été extrêmement joué en fait, parce qu'il avait un gameplay asymétrique. Et il existait déjà depuis 2. Il existait déjà, c'est juste qu'il a été vraiment amélioré. Le jeu a eu un bon succès à l'époque, que ce soit critique et commercial, mais il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Donc on sent déjà une baisse des ventes due à plusieurs petites subtilités dans le gameplay qui ont déjà commencé à l'époque à décevoir les puristes en tout cas. Nous en parler beaucoup plus, Eric, justement par rapport à ça en tout cas. Ouais, parce que Eric, direct, tu as dit, on s'attendait à tout sauf à ça.
Pourquoi du coup? Ouais, non, bah, c'est pas forcément. Non, ça peut être c'est très pas positif. forcément Ça peut mauvais. être Regarde, super positif. Nintendo, ils font ça super bien depuis des années, et puis voilà. Par Breath of exemple, the Wild, ouais, Zelda. Ouais, voilà. Tout sauf ça presque. évidemment, sur les Zelda, ça doit être un peu une surprise à chaque nouvel épisode, en tout cas. Oui. Là, il y a eu quelques exceptions avec Tears of the Kingdom et tout ça, mais enfin bref. Oui, évidemment, révolutionner la roue, pourquoi pas. Mais alors, il y a une double révolution, c'est-à-dire que le scénario, ils vont faire un choix, je sais pas si on le spoil, c'est dès le début du jeu. Je pense que le jeu est Le jeu permettre de spoiler. presque 20 ans, ouais. Ouais, Donc non. il tue sa fille. Pas ça, non. Ah, non. Le jeu. Non. Le grand méchant tue la fille de sa. Non, elle est écrasée par un type bourré au volant, apparemment. Ah oui, d'accord, une bête Voilà, accident. une bête accident, mais pendant qu'il est aux missions au début de Double Agent. élément Et on super l'avait pas dit aussi, Sarah Fisher, c'est un élément important des 3 premiers, justement, pour l'humaniser. C'était une des choses que Michael Ironside voulait, Sa fille. pour apporter plus de nuances, de Voilà, rapport c'était un humain. père en même temps d'être un exactement. agent de la CIA. Exactement. Donc il la bute, donc du coup il est pas content, du coup il va pas bien, tout le monde le comprendra. Et là son meilleur ami Lambert, le colonel Lambert, pour l'aider à surmonter sa dépression, l'envoie en mission d'infiltration ultra dangereuse dans un groupe terroriste américain qui s'appelle le GBA. Alors qu'il est en deuil. Alors qu'il est en deuil. De la mort de sa fille. Oui, et il puis l'envoie en Et mission. qu'il est déjà un peu borderline. Et qu'il est déjà un peu borderline. C'est pas la meilleure idée. Voilà. Hein. Je suis pas spécialiste de ces. Lambert, Mais attends, avant d'entrer à la GBA, il faut qu'il soit crédible. Du coup, il l'envoie dans une prison de haute sécurité. Donc il l'enferme, voilà. où il doit s'évader. Voilà. Il doit s'évader. Et après, tout le but du jeu. C'est une bonne scène. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Mais ça fait trop film série B là déjà. Oui, tu vois, tout de suite, On va Prison Break. Hein. Ah non mais. Non, c'est avant. Ah non, ça va faire Prison Break. C'est aussi vieux Prison Break. Ouais, c'est- Ah ouais. Oui, donc il casse le moule. Tu vois, il casse, oui. il casse le truc. Et donc l'intérêt après, qui aurait pu être très intéressant sur ce jeu, c'est de jouer un double jeu. Sur le tableau. Voilà, vous avez même une barre dans les deux versions qui vous permet. Alors, elle marche pas pareil dans les deux versions. Il y a, vous avez une barre qui vous permet d'être crédible auprès de la NSA. Et c'est la même barre dans la version 360 pour la GBA, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps ajuster. Être entre les deux. Voilà. C'est une sorte d'alignement Mais- bon ou mauvais et il C'est faut ça. être toujours un petit peu entre Ouais, les deux. mais sauf que ça a pas beaucoup de chance parce que par exemple vous placez un mouchard chez les terroristes, la barre repasse du côté de la NSA. Les terroristes sont pas forcément Alors que nuls. les terroristes Ah vous oui, ont pas vu. d'accord. C'est très limite. Ça c'est mieux dans la version Xbox de base et PlayStation 2 et GameCube à l'époque. C'est-à-dire que vous avez deux barres. Ah oui, d'accord. Enfin, elles marchent comme deux barres différemment. Vous pouvez avoir les deux au max si vous n'êtes pas grillé. Voilà. Ouais, et ça c'est beaucoup plus agréable dans la version 1. Il y a plein de choses qui sont plus agréables dans la version 1 avec des graphismes beaucoup moins beaux par contre, c'est sûr. C'est qu'en fait, Montréal, ils ont refait Chaos Theory mais avec ce scénario-là. Mais dans le gameplay, ça ressemble beaucoup plus à Chaos Theory. Vous avez tous les indicateurs à l'écran de détection du Ça, son. c'est bien. Oui, pour ça, elle est beaucoup plus agréable à prendre en main. Parce que comme je te l'ai montré pendant la démo, le gros problème de la version 360 pour moi, c'est que ils partent d'un point fort, c'est-à-dire épurer l'HUD pour qu'il n'y ait plus rien à l'écran. Et ça, c'est super, ce côté très cinématographique. Mais par contre, c'est remplacé par une icône d'action bleue qui se pose quasiment au milieu de l'écran pour tout ce que vous avez à faire. Bon, Hyper intrusif. On voit la croix directionnelle qui nous dit Hyper mettez la intrusif. fibre optique. C'est ça, Ah, pour ouais, tout. Ça c'est insupportable. Pour tout. Que ce soit aussi bien pour tuer un garde que pour ouvrir une porte, que pour... c'est moche et Ouais, ça te sort brise un peu d'immersion. Ouais. l'immersion. Le jeu aussi joue moins sur les ombres et les lumières, car il y avait beaucoup de passages d'infiltration en plein jour. On avait sur le double agent, ce qui n'était pas le cas dans les anciens, justement, ce qui permettait de redéfinir l'infiltration, et je trouvais ça aussi moins bien, du coup, au final, que ça enlevait de l'identité du jeu, en tout cas. Parce que c'est ce qui m'a marqué quand on avait fait des sessions de test chez toi, Eric, c'est que la première trilogie, on a vraiment ce travail sur la lumière qui est hyper, même visuellement, il est très très présent. Et sur la seconde trilogie, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins. Beaucoup moins. Exactement. Et pareil, le système de détection n'est plus du tout le même parce que là où il y avait une barre assez précise de savoir si on était dans l'ombre et la lumière, Ouais. là comme il n'y a plus de HUD, donc c'est le marqueur qui sert de repère dans le dos qui va vous dire si vous êtes planqué, un peu visible
ou un sapin de Noël. Et ça tombe bien parce que les couleurs c'est vert, jaune et rouge. Donc le sapin de Noël il est respecté, hein. C'est souvent et sauf que le système il est en plus pas super solide. C'est-à-dire que vous avez des coins où vous êtes supposé être totalement planqué, vous allez être en jaune et on sait pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas aussi précis, c'est un peu contre-intuitif. Comme l'objectif de mission qui est le seul truc à apparaître en bas à gauche avec le nouveau repère de couleur qui apparaît systématiquement. Je sais pas, j'aime pas cette nouvelle. Déjà, ils avaient formule. amorcé le virage un peu plus action. Les personnages sont on peut être un peu plus agressifs avec nos armes, ce qui n'était pas encore le cas dans la première trilogie. Donc on sent déjà. Dans le Chaos Theory, on pouvait. Mais là, il y a des moments où on peut vraiment faire un carnage. Ouais, dans les premiers aussi, mais enfin, c'est que t'as rien compris à ta mission si tu fais ça. Alors que là, tu peux en effet jouer le jeu des terroristes et dire, il est vraiment en train de péter un plomb, il est vraiment en train de devenir. Ça aurait pu être très intéressant. Ouais, il collé au lore. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je relisais des vieux tests de l'époque là, où la plupart des avis sont très positifs, justement parce qu'ils disent, on n'a pas souvent l'occasion de jouer un agent infiltré qui peut jouer sur les deux tableaux. Et à l'époque, l'air du temps fait que ça paraît très pertinent et le jeu a des très bonnes notes aussi pour ça. Malgré la mise en retrait de certains points plus forts dans la série. Et qui était fondateur en plus de la première saga, de la première trilogie. Par contre, le scénar commence à être un peu plus mis en avant à partir de cet épisode, en fait. C'est pour ça qu'on parle vraiment de seconde trilogie, même s'il a le cul entre deux chaises, entre l'ancien gameplay et le nouveau qui va amorcer par la suite. On se retrouve avec un jeu plus scénarisé, avec une vraie histoire qui se suit de bout en bout, et avec certains choix qui peuvent modifier la fin également. Une vraie histoire, il y en a toujours une. Oui, mais elle était plus en train de Ouais, mais par contre, tu vois, par rapport aux demandes de Michael Ironside, c'est marrant parce qu'ils font un virage aussi par rapport à ça. S'il tue sa fille, il n'y a plus d'éléments humains auprès de lui pour avoir cet aspect du personnage, et du coup, il est très en colère et bas du front parce qu'il a envie d'en découdre. Et du coup, on se rapproche de la vision non pas commune avec Ironside, mais de la vision d'origine qui était un héros d'action. Rentre dedans, assez bourrin, ultra violent, pas content, voilà. Et du coup, Conviction après bien plus tard, Conviction 4 oui. ans, là où alors, ça sortait entre les deux, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, Kira, il y a donc c'est connu. Super démo. Voilà. Il y a une démo inachevée qui a jamais donné un jeu où on a une version qu'on appelle le Hobo Sam, c'est-à-dire c'est Sam le clochard, il est barbu, les cheveux longs, il a un vieux hoodie dégueulasse. Et oui, c'est vrai que si tu mets un hoodie, c'est un peu ça. Il se balade à Washington et il doit échapper aux forces de police parce que, en fonction des conséquences de ce qui s'est passé dans Double Agent, il est ensuite poursuivi par son propre gouvernement. Et le gameplay avait l'air totalement what the fuck. C'est un mélange d'Assassin's Creed et de combats au corps à corps. On peut ramasser n'importe quel objet du décor pour les balancer à la gueule de ses poursuivants. En même temps, il met son hoodie comme dans Assassin's Creed pour avoir l'air discret. Mais ça, on pouvait y jouer ça ou c'est... Non, c'était une démo E3 qu'ils avaient passée à l'époque et qui avait pas mal tourné. Et derrière, on n'a plus entendu parler de Splinter Cell jusqu'à la sortie de la nouvelle présentation de Conviction, en tout cas, qui avait un gameplay totalement différent. Et j'aurais même aimé de l'avoir en DLC, pourquoi pas, en extension, pour pouvoir essayer ce qu'ils avaient tenté de faire. C'était un peu comme l'époque Resident Evil. Je sais pas si vous vous souvenez, Resident Evil 4, juste avant. Les 3 ou 4 versions précédentes, la version fantôme, la version crochet. Tâtonné, en fait. Passé le double agent, ils ont tâtonné pour une nouvelle direction. Direction qui n'est pas forcément plus au puriste. C'est intéressant parce que dans Conviction, finalement, il a plus du tout ce look-là, mais tu peux te dire quand même que dans l'histoire, ça colle. Qu'il a eu cette période-là où il est totalement au fond du trou. Et voilà, finalement, il s'est un peu repris pour la sortie du jeu. Voilà. Et donc là, on voit que Sam Fisher, le personnage, a vraiment pris un braquet quand même en termes de personnages. Enfin, il y a eu un vrai changement, mais est-ce qu'ils ont accompagné ce Sam Fisher plus vénère, pas content, en mode vengeance, par un élément de gameplay qui le rend aussi un peu plus brutal ou quelque chose. Avant de parler du gameplay, en fait, on va expliquer un petit peu la genèse de ce jeu, donc qui a été à nouveau développé par Ubisoft Montréal, mais cette fois sous la direction de Maxime Bellan. Donc c'est une autre personne qui a repris les rênes de la saga. Il a voulu donner un nouveau souffle à la franchise en proposant un gameplay beaucoup plus dynamique et violent, donc avec un Sam Fisher beaucoup plus félin, il estimait que ça correspondait plus au tempérament de Sam Fisher, qui était forcément beaucoup plus agressif, on va dire. Le jeu utilise une version améliorée du moteur Unreal Engine 3, donc on a vraiment gagné un gap graphique par rapport au jeu précédent. On a
toujours ce principe d'ombre et de lumière, mais maintenant, quand on est caché dans le noir, en fait, on arrive sur un écran noir et blanc. Ah oui, ok. Ils ont voulu améliorer aussi les animations faciales, donc ça, forcément, on est passé sur un jeu beaucoup plus au-dessus. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est que le jeu ajoute un système en fait de carton qui explique le lieu où on est sur les murs en fait. C'est vraiment affiché dans le décor, Intégré. ce qui permettait aux joueurs de suivre le fil de l'histoire en fait sans interrompre l'action. Le jeu proposait aussi un mode Mark Execute qu'on en parlera tout à l'heure, qui permettra on va dire de se sortir de certaines situations un petit peu plus délicates. Le jeu a également innové au niveau de son scénario. Là, on a été vraiment sur un scénario, une trame de fond. Donc, un jeu assez court par rapport aux autres. On était à peu près sur 6-7 En un week-end, c'est plié. Voilà, c'est ça. C'est le jeu du week-end. Hein. Tu commences le samedi, tu le termines le dimanche soir. Tu as vécu une super aventure et c'était cool. Et là, on se retrouvait avec un Sam Fisher traqué par le gouvernement américain, comme on a dit tout à l'heure, et à la recherche de la vérité sur la mort de sa fille. Le jeu offrait aussi des choix moraux qui influençaient le déroulement de l'histoire, mais surtout au niveau de l'interrogatoire des ennemis. On pouvait interroger des ennemis, voire même les torturer par moments. Ces scènes d'interrogatoire, d'ailleurs, avaient été jugées très violentes et largement critiquées à l'époque, ce qui a été, on va dire, supprimé de la suite du jeu. En revanche, le jeu était un succès critique, oui, mais commercial assez mitigé. Le jeu s'est vendu à un peu moins de 2 millions d'exemplaires. Donc là, on se retrouve vraiment dans la pente descendante. Le jeu a été boudé par, on va dire, la vieille garde, ceux qui étaient passionnés par la première trilogie Splinter Cell, car là, on a vraiment pris un virage action et peut-être un peu plus bas du front aussi. Bah oui, un peu plus bas du front, c'est le cas de le dire. Parce que cette fois, si vous voulez, on passait d'une trilogie où le but c'était de se faire le moins remarqué possible en faisant le moins de dégâts et de victimes possible, à un type qui va tuer 374 personnes en 2 jours. Tu les as comptés ? À peu près. C'est comme Commando, on n'est pas à 1 ou 2 près. Après, ça se tient un peu. Ça va avec la psychologie du personnage qui a tout perdu, qui est craqué. Ouais. Du coup, il a pu son chien de garde, en tout cas, pour le retenir en laisse. Maintenant, c'est un chien qui est laissé à l'abandon et qui a fait tout. Mais je vais quand même nuancer mon fanatisme des 3 premiers, c'est que j'adore Conviction. En tant que jeu d'action. C'est un super jeu d'action. Si on veut être une machine à tuer, fufu ninja létal, c'est top. Les possibilités justement pour contourner, jouer avec ses ennemis, c'est assez jouissif. Pareil, quand vous avez une arme en main, en fait le kill va être pris en compte. C'est-à-dire si vous avez un flingue avec un silencieux, il va s'en servir. Voilà. Si vous l'avez plus en main, il va servir de ses points. Si vous avez une mitrailleuse ou si vous avez un fusil à pompe entre les mains, il va s'en servir. Et s'en tirer pour pouvoir continuer à être furtif dans son approche. Il y a plein de super qualités. Le Mark and Execute, j'adore ce système. Je te le montre. Alors, en fait, il faut faire d'abord une élimination furtive au corps à corps, et ensuite on peut marquer un nombre d'ennemis qui dépend de l'arme qu'on a, qui va de 2 à 4, et ensuite on enchaîne les headshots. Okay. Automatiquement. Ce qui donne une sensation d'être de puissance. Un tueur, mais un tueur sans précédent. Quoi. C'est une super classe à Johnny. Ouais, très cinématographique, même dans l'habillage. Qui ralentit et tout. Dans l'habillage, ils vont s'inspirer des séries et des films de l'époque pour que tous les habillages, en fait, soient sur les murs des bâtiments, soit dans le décor. Ouais, c'est ça. Ensuite, les éliminations, on parlait de quoi ? Ça peut être déjà, en reprenant ma question de tout à l'heure, ça peut être le Mark and Execute. Oui, donc le Mark peut être un élément aussi qui accompagne ce changement de philosophie de Sam Fisher. Il pète un plomb, il devient encore plus assassin qu'il ne l'a jamais été. Et c'est pour ça que je l'aime bien aussi dans le lore, dans l'histoire de Sam Fisher. Parce que ça se tient, en fait. Si on se dit ce type qui était autrefois, une machine à tuer, mais qui était toujours sous les ordres pour ne pas, là, les rôles sont inversés, et en fait, entre la proie et le chasseur, les rôles sont inversés, et c'est lui qui va maintenant chasser et être systématiquement létal dans toutes ses approches. Parce qu'il en a plus rien à foutre, il est là pour découvrir la vérité sur la mort de la personne la plus proche dans sa vie. Et je trouve ça super intéressant, jusqu'au niveau de l'histoire, en tout cas. Sur cette partie de ça, même s'il y a quand même ce retour en arrière vers un agent plus bas du front, plus direct, plus actionneur, plus commando. Ouais, on le sent aussi un peu dans la voix de
du personnage, il force un peu plus, il a le teint un peu plus grave, en tout cas pour Daniel Beretta. Quand il parle, il est un peu plus... Ouais, Michael Ironside qui dessert déjà jamais les dents dans les 3 premiers, là, il ouvre même plus la bouche. Et donc le Mark and Execute, je t'ai montré, il y a un moyen de, si vous voulez vous amuser de l'autre côté, si vous connaissez un peu le jeu, en fait il y a un moyen de contourner ça, c'est-à-dire que vous faites d'abord une élimination furtive, ensuite vous marquez que 1 ou 2 personnages, mais vous vous retrouvez toujours à distance pour faire une autre élimination furtive. Ce qui fait que vous avez une boucle perpétuelle, c'est ça. En fait, vous passez d'un mark and execute à execute and mark. Okay. Et c'est assez marrant de jouer comme ça. Ça doit être jouissif. C'est ultra violent. Mais c'est un peu détourné, du coup. Ouais. Et ouais, il y a des interactions de ouf. Quand vous avez quelqu'un quand vous avez un garde en otage, vous pouvez le balancer sur les côtés. Donc s'il est contre un mur, il va fracasser la gueule du mec contre les murs. Phrase. Je sais que tu l'aimes bien cette phrase. Ce que dit Sam quand il éclate la tête à quelqu'un. Face meet war. Si vous avez s'il y a une rambarde derrière, il va éclater la tête du type à l'envers sur la rambarde, projeter les types par-dessus les rambardes, par-dessus les vides. Je t'ai fait la démonstration de, si vous le faites devant une fenêtre, vous faites jeter le mec vers l'arrière, hop, tour de magie, le type a disparu. Non, c'est jouissif aussi de ce côté-là. C'est un très bon jeu d'action, je refais de temps en temps aussi. Après, dans le gameplay, c'est plus du tout un Splinter Cell classique, c'est sûr. Oui, parce que j'ai le souvenir, quand vous m'aviez fait la démo, que tu m'expliquais que tu te limitais toi-même dans ces possibilités. Par exemple, tu poussais pas le joystick à fond pour pas aller trop vite, parce qu'il paraissait, en fait, presque trop félin comme personnage. Trop rapide, parce que donc s'ils prennent en compte les premiers, vu l'âge qu'il a déjà dans les 3 premiers, bah il a la cinquantaine dépassée. Et donc dans le gameplay, il est encore plus rapide que jamais. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des gouttières, quand vous êtes pendu au plafond, le type il va à une vitesse. C'est là qu'on sentait un peu l'apport d'Assassin's Creed aussi, où justement la grimpette allait très très vite à partir d'Assassin's Creed 2. Et je pense qu'ils ont voulu justement recréer ça. Voilà, ça pour que les gens jouent à quelque chose de fluide, de nerveux, de rapide. Et ça c'est quelque chose de dommage qu'ils ont gardé dans Blacklist à nouveau. Alors pareil pour les fans, je vous conseille, si vous n'avez pas déjà essayé de vous-même, c'est-à-dire que quand vous êtes perché, quand vous êtes en train d'escalader, vous poussez le joystick au minimum de la vitesse. C'est-à-dire et là vous allez retrouver des sensations proches des premiers. C'est un humain qui s'agrippe à une paroi, c'est pas Spider-Man. Mais il faut se limiter soi-même, quoi, parce que sinon le jeu est prévu. Il y avait aussi un mode coop qui était cool. Ouais, très cool. Archer et Kestrel. Archer et Kestrel, donc 2 autres agents, dont un agent des services russes qui font alliance pour trouver les fameuses bombes EMP qui sont liées à l'histoire principale qui doivent frapper Washington. Et c'était très très cool. Il y a tout un mode aussi, donc il y a ce mode histoire en coop, mais on peut aussi bosser en coop sur des maps dédiées qui vont être donc de l'élimination pure ou ne pas se faire repérer de la map, avec des objectifs plus variés. C'est jouable en solo aussi, vous jouez qu'un des deux. C'est dommage, on ne peut pas jouer Sam sur ces maps. Faut absolument jouer Kestrel ou Archer. Sam était occupé ailleurs. C'est ça. Et vous, dans la première trilogie, vous avez beaucoup parlé, un petit peu de l'équipe. Là, quelle est sa relation avec les autres membres de l'équipe, notre cher Sam Fisher-Kira? Est-ce qu'on spoil? Parce que pourquoi Sam est-il traqué par le gouvernement? Est-ce qu'on spoil? Oui, de toute façon, le jeu, pareil, il a 200 ans, on peut se permettre. Parce que, alors, du coup, à la fin de Double Agent, plusieurs fois dans Double Agent, vous avez des choix pendant des interrogatoires. Soit de tuer des gens, soit de seulement les blesser ou les balancer, ou voilà. Et donc le dernier choix qui se fait, c'est qu'en fait c'est son supérieur, le colonel Irving Lambert, qui est kidnappé par la JBA. Okay. Et vous avez le choix de le tuer ou pas. Et étonnamment, Ubisoft fait le choix en fait que pour l'histoire canon, Lambert meurt des mains de Sam Fisher. Il tue son pote et son ami pour pas griller sa couverture. Ce qui explique aussi pourquoi il a pour réussir la mission. Mais il est quand même embauché dans Double Agent, dans Conviction, pardon, il est toujours embauché. Non, alors là, il est plus du tout embauché, il bosse que pour lui, c'est une vengeance, c'est vraiment... Il a tout perdu, il veut savoir, c'est une vendetta personnelle, et justement, le gouvernement a perdu son chien, qui fait un carnage. C'est la vengeance dans la peau, sauf qu'il se souvient de tout. Voilà, c'est ça. Donc il fait un all-in, en fait, il y va à fond, mais du coup, Blacklist nous emmène vers quoi? Blacklist, c'est le dernier, c'est le 6e. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Conviction avant de changer? Peut-être oui, est-ce que d'autres choses sur Conviction? Moi, je crois qu'on a bien fait le tour, en fait.
On avait parlé des scènes d'interrogatoire qui étaient un peu limites à l'époque, qui étaient beaucoup plus musclées. Ouais, donc ça c'est assez intéressant par rapport à l'environnement où se passaient les interrogatoires. Pareil, tous les objets autour. Donc si vous êtes dans une toilette, vous pouvez percuter le type dans les chiottes, sur l'évier, sur les portes des chiottes, voilà. C'est là qu'on capte bien l'inspiration de ces 24 heures chrono qui avait été décriée aussi à l'époque, parce que justement, Jack Bauer avait tendance à torturer, à interroger les mecs de façon un peu brutale. Et du coup, il s'était beaucoup inspiré pour Conviction, pour justement faire la même chose en fait. Ouais, moi, je sais que c'est des scènes qui m'ont beaucoup fait marrer à l'époque. C'est vraiment Splinter Cell version Jack Bauer. C'est ça. Là, le côté série télé se ressent vraiment beaucoup, et c'est dû aussi à la nouvelle tête pensante de l'épisode, en tout cas. Et Jason Bourne, même dans le look, il a à peu près le même pull, il a toujours un sac à dos comme Jason Bourne sur l'épaule. Beaucoup plus de choix d'armes aussi, qui reflètent le côté action. Les nouvelles Google aussi. Ouais, alors il a pas ces fameuses Google pendant les 2 tiers du jeu. Il change de lunettes. Non, il en a plus du tout. Ah. Il en a plus du tout parce qu'il en a pas besoin parce que maintenant il voit dans la nuit maintenant. Donc et puis ça passe en noir et blanc pour le joueur. Et quand il retrouve enfin ses Google, c'est plus exactement les siennes. C'est un système de sonar qui est déjà un aperçu du futur du Ubisoft, c'est-à-dire tout ce que je déteste. Attends, j'ai pas dit je sais ce que tu veux dire. Vas-y. Ça permet de voir les gens à travers les murs. Voilà. Mais là, c'est justifié narrativement. Non, arrête. Il a des lunettes qui permettent de voir à travers les murs. Bon, elles sont un peu cheatées. La scène est assez marrante parce qu'il croise un geek de Sœur d'Échelon qu'il a jamais vu, mais qui a toujours bossé pour lui. C'est une petite main dans les bureaux et tout, qui fabrique les gadgets, et c'est un peu son Q qu'il a jamais croisé. Et le mec lui dit, je suis super fan, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et voilà, c'est ces nouvelles super lunettes. Qui voit à travers les murs, ok. Ouais. Oui, parce que c'est un éco-radar, en fait. Ça détecte le bruit des ennemis, et donc il y a un espèce de halo autour de ton personnage, et ça palpite. Qui permet d'entendre Je déteste ça. Je trouve que ça me brise toute immersion. Et tout challenge aussi. Ça doit rendre quand même l'expérience assez facile. Ouais, mais elles sont cool quand même, parce que je trouve que ça va bien avec la création du personnage, avec son univers, le fait que ce soit des lunettes qui sont fabriquées c'est des prototypes en fait, elles sont testées, tu les testes toi en temps réel, avec ta vendetta personnelle, ça te permet d'être encore plus fort et plus agressif. Ouais, le jeu est plus gore aussi, on l'a pas dit. C'est vrai. Et donc Blacklist. Blacklist, ouais. Blacklist, le dernier de la liste, c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft Toronto avec la collaboration d'Ubisoft Montréal et Ubisoft Shanghai qui eux ils ont fait la version Wii U. Tout le monde est là. Il a été réalisé par Maxime Bellan toujours, et une autre personne qui est arrivée qui s'appelle Patrick Redding. Ils ont voulu proposer un gameplay plus varié en gardant les bases de Splinter Cell Conviction. Arrête-moi si je me trompe, productrice Jed Raymond. Et Jed Raymond comme productrice, tout à fait. Sur la partie Ubisoft Montréal. Et donc de proposer plusieurs styles d'infiltration aux joueurs avec des environnements beaucoup plus ouverts. Le jeu utilise un nouveau moteur, le LED Engine, une version modifiée de Unreal Engine 3, toujours pour, comme ils disent, créer des effets lumière, mais à la place ils font des lens flares tout à l'heure. Le jeu introduit aussi un système de personnalisation de l'équipement de Sam Fisher qui influencerait sur sur ses performances et son apparence. Grosse déception au niveau des ventes, on est aux alentours de 1,8 million. Ah, ça a vraiment fait que de baisser. Voilà, il y a plusieurs raisons à ça, dont un certain GTA V. Ouais, puis une sortie de console next-gen dans le mois, je crois, et il n'a pas de portage. Exactement. Il reste sur old-gen. Ce jeu est sorti sur 360 et PS3, la Xbox One et la PS4 venaient de sortir. Déplorable sur PS3 en 720p, je crois. C'est vrai. Pourquoi ils ont fait ça? Beaucoup. C'est étonnant. Ils ont sacrifié leur jeu. Pour moi, c'est le constat en fait. Sam Fisher, du moins la saga Splinter Cell, est la grande absente depuis combien d'années? 10 ans maintenant. 10 ans, ouais. Depuis 10 ans. On en parlera tout à l'heure, mais il y a encore des caméos de Sam Fisher, mais voilà, c'est dommage d'avoir une licence aussi belle et qui dort dans le tiroir d'Ubisoft en tout cas. Mais qu'est-ce que Sam Fisher a proposé du coup? Parce qu'on a vu que dans Conviction, il est vénère, sa fille, etc. Il fait un génocide. Comment on réintroduit un Blacklist après ça? Blacklist aurait dû être le meilleur des 3 mondes. Enfin, c'est-à-dire la première trilogie, les 2 essais précédents, et revoir la copie pour le dernier épisode de la 2e trilogie. Mais en fait, pour moi, il se prend les pieds dans le tapis sur plein de points importants. C'est-à-dire déjà au niveau de l'histoire, au moins sur les 5 premiers, on a une continuité.
Disons qu'après le bordel qu'il fait dans Conviction, C'est ça. tu vas pas lui confier une nouvelle C'est ça, squad. parce que cette Bien fois, que je me cette fois, ce qui s'est passé dans en plus dans Blacklist, il devient chef d'équipe. Ah. Et lui Mais qui pour était qui pour la présidente des États-Unis. D'accord. Voilà. Échelon 4. Échelon 4, Nouvelle unité qui a été créée. sous les ordres directs de la présidente. Après avoir complètement Saccagé échelon 3 et tout le reste. Voilà, Ok. après avoir tué. Mais le pire, c'est que dans Conviction, vous retournez aussi contre échelon 3, donc vous tuez plein d'agents d'échelon 3. Pareil, vous en tuez 200. Ah. Donc, Mais on lui confie les squads, mais on lui confie les squads. Il est rajeuni en plus, esthétiquement, il vieillit très très bien. Il dévieillit. Il y a un nouveau doubleur d'ailleurs à ce moment-là. C'est, Ouais. il s'appelle Eric Johnson. C'est lui qui prête sa voix et qui fait la mocap. Ouais, malheureusement. Alors, à l'époque, on parlait de la mocap parce que, évidemment, Michael Ironside pouvait pas, vu son âge, faire les mouvements de Sam Fisher en même temps. Il En avait un fait, souci de santé aussi. c'est ça, mais ça n'a pas été révélé à l'époque pour préserver la vie privée de Michael Ironside, ce qui est tout à l'honneur d'Ubisoft, surtout parce que ils ont respecté la décision de Michael Ironside de pas en parler. Mais par contre, ils se sont fait tirer dessus à boulet rouge parce que, du coup, c'était leur décision de changer le doubleur et non pas une obligation de santé. Et donc, depuis Michael Ironside a révélé qu'il se battait contre un cancer de la gorge, je crois. Il est toujours en rémission et pourvu que ça dure, on croise du bois et on touche des doigts. Voilà. Mais il y avait cet aspect-là qui est malheureusement des points noirs. C'est pas que l'acteur est mauvais, c'est que C'est différent. C'est très différent. il a pas une voix aussi charismatique que celle de Ironside. Ouais. Et puis surtout, le personnage n'est pas du tout écrit pareil, parce que cette fois, non seulement tous les indicateurs du 4 et du 5 qui allaient vers un perso plus bas du front, plus actionneur standard, cette fois, il est écrit comme tel. Et c'est là où, à nouveau, je vous dis l'importance d'Ironside, qui devait aussi peut-être improviser son texte ou retaper le texte avec les équipes. Vraiment l'interpréter. Et vraiment l'interpréter, parce que cette fois, il n'y a rien de tout ça, et c'est le chef d'équipe relou, qui arrête pas d'engueuler ses subalternes, Et qui fait l'émission lui-même. qui fait l'émission lui-même. Il s'est pas délégué. Le manager toxique. Ouais, de- c'est exactement, 2023. exactement. Et ok. Et donc il est relou, quoi. Et c'est un déplaisir permanent. Il est plus marrant. Ah non, il est plus drôle du Ouais, tout. non, Il y a plus Il fait la de, gueule tout le temps. il y a plus d'humour noir, grinçant. Il y a plus de réflexion, plus du tout. Mais J'aime pas trop son nouveau Cara-Design, moi. Je le trouve un peu. Bah je l'aime bien avec les un peu lunes, lisse. avec les. Ouais, il est un peu, Action Man aussi. De ce C'est vrai côté-là. qu'il ressemble à une figurine Action Man. Un pour peu les plus. anciens qui nous écoutent. Mais il faut dire aussi qu'il a jamais la même gueule dans chaque épisode. C'est vrai. Mais j'aimais bien la gueule qu'il avait justement dans le Conviction. Donc Conviction. Ouais, Et là, il est un peu plus joufflu, un peu plus juvénile en fait. Alors pourtant, le personnage. ouais, bah il fait quarantaine grisonnante. Bah, Oui. il fait pas 55 ans. C'est ça. Mais bon, ça, voilà. S'il y avait déjà un côté soft reboot dans Blacklist. Donc ça, c'est un des problèmes. L'histoire, c'est aussi un des problèmes qui va, je trouve, un peu trop s'inspirer de la réalité de l'époque. Et c'est un peu malaisant, je trouve. Voilà, un poil. Un peu trop proche, alors que Clancy. Moyen-Orient de mémoire. Ouais, bah ouais. Et puis Clancy, il aime bien partir de la réalité, mais il part très très loin dans l'anticipation et là on reste très proche des événements de l'époque. Parmi les autres points noirs, donc le fameux indicateur sur le costume de Sam. Donc il est là, il est bel et bien là, parce que cette fois il en a un sur l'épaule, il en a un sur sa montre et il a les Google, et les trois sont en flair permanent. On a vraiment cette sensation d'avoir un sapin de Noël. qu'est-ce qu'on peut expliquer, Flair, peut-être pour nos auditeurs? Bah, si vous aimez J.J. Abrams, si vous aimez Hideo Kojima, vous savez ce que c'est. Mais sur ça s'inspire C'est un halo des... de lumière. en C'est fait. c'est la lumière qui est. Enfin, Voilà, c'est un effet Halo. étoile en fait Ouais. Autour d'une source lumineuse. éblouissants. Et moi, ça m'a pris mon groupe à l'époque. Ouais. Vraiment, dès ma première run, en fait, je me suis dit, mais pourquoi? Et j'y faisais pas trop gaffe jusqu'à ce que tu me le dises, et tu m'as pourri mon groove aussi. Parce que je voyais plus que ça après. Et ouais, c'est surtout qu'il y en a pas besoin, parce qu'à nouveau l'obscurité elle est beaucoup plus claire que dans les premiers. On voit toujours à peu près où on est, donc il y a pas besoin il n'y d'avoir a plus du tout de jeu de lumière. On a perdu Si. cet ADN. quand Si, même, mais du premier, non il y a des très beaux niveaux. À nouveau, je te dis, Blacklist c'est très mitigé parce que c'est un peu le meilleur des deux mondes sur d'autres points. Sur le gameplay. À nouveau, les maps sont plus ouvertes, plus proches de celles de Chaos Theory. Plus vertical, tu m'avais montré. on Plus peut aller vertical sur aussi, des ouais. murs, sur des plafonds et tout, enfin sur des toits. Ouais, ouais.
Ici, on est davantage dans un couloir. C'est vraiment une course en avant, c'est une course-poursuite en fait. Là, on peut davantage planifier sa stratégie pour pouvoir avancer en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis c'est le grand retour aussi du Ghost Mode. Vous pouvez faire tout le jeu sans tuer personne. Il y a un mode de difficulté que je conseille à tous ceux qui aiment pas trop Blacklist lors de leur dernier essai, si c'est trop loin des premiers, c'est d'aller au dernier mode de difficulté qui est le plus dur, qui est le mode perfectionniste. Et là, en fait, vous n'avez pas le mark and execute, vous n'avez pas les lunettes qui permettent de voir à travers les murs, et vous vous retrouvez assez proche du gameplay beaucoup plus proche du gameplay Elles sont moins puissantes que dans le Conviction, les lunettes sonores. Ouais, il y a un autre point du gameplay qui est très dommageable, je trouve, et c'est marrant parce qu'Hideo Kojima, il va prendre exactement le contre-pied de ça avec MGS5, c'est que dans Blacklist, vous êtes obligé d'avoir tout le temps une arme à la main. Donc pour un jeu qui réintroduit le fait de pouvoir faire tous ces niveaux sans tuer personne, c'est très très con. Et t'as trouvé une super formule l'autre jour, qui est c'est la visualisation des intentions de gameplay. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'était même encore plus joli, je crois. C'était encore plus et joli. ça rimait. C'était un peu ça. Je sais plus c'était quoi, mais c'est dans les. Quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire que vous rentrez dans une pièce, une arme à la main, la salle est remplie de terroristes. Là, vous décidez de ranger votre arme. Et vous décidez de faire tous les mecs à la main. Tu mets ton intention en action. Exactement. C'est ça. Et en coupant ça, je trouve que ça en dit déjà trop sur le côté bas du front du personnage. C'est-à-dire qu'en plus, il y a beaucoup d'escalades, beaucoup de grimpettes, beaucoup de... Puis, quand on se balade dans une rue avec des gens, avec des PNJ, enfin, t'as ton flingue à la main, normalement, c'est censé alerter un minimum les gens. Il n'y a pas de problème. Il y a un ricain qui se pointe avec son flingue normal. Et pourtant, dans le gameplay, vous avez le choix de traiter déjà toutes les éliminations en létal ou non létal. Et donc ça colle pas. Et oui, Kojima, lui, le contre-pied, c'est que dans MGS5, vous ne pouvez jamais avoir votre arme à la main, sauf quand vous visez. Il a toujours l'arme qui revient à la ceinture dès que vous relâchez la gâchette. C'est marrant, cette différence. Autre chose sur Blacklist ? Moi, c'est un de ceux que j'aime le moins, je t'avoue. Même si le gameplay est très très bon, mais c'est pas mon épisode préféré. Tu me demandais tout à l'heure quel était mon épisode préféré. Moi, c'est Conviction. Ah, c'est Conviction. D'accord. En fait, que j'aime refaire de temps en temps, déjà parce qu'il est pas très bon. En mode vengeance, en plus. Voilà, le côté très cinématographique, et j'aime beaucoup le chara-design de Sam Fisher, en fait, ce qui m'a beaucoup bloqué sur le Blacklist, et les lance-flares. C'est juste... Moi, ça me bloque vraiment là-dessus. Ouais, ce qu'on n'a pas dit sur Blacklist, c'est que c'est aussi, on voit que Ubisoft croyait dans le projet, c'est celui qui est le plus généreux, c'est-à-dire qu'on va avoir les missions d'infiltration en plus de l'histoire, des missions d'élimination, des missions de horde, carrément, faut tenir des ambassades, ce qu'on a fait plein de fois, Kira, faut tenir des ambassades à deux alors que des troupes ennemies arrivent, le mode coop, le retour de Mercs versus Spy, qui est excellent, que ça soit dans son itération comme les vieux, ou alors dans un mode refait, qui était vraiment sans sas. Il est ambitieux quand même, c'est le jeu qui a coûté le plus cher en fait de la saga, et c'est pour ça je pense que Ubisoft n'a pas relancé derrière suite à l'échec commercial du jeu. Ça le plus grand nombre de maps aussi, de terrains, voilà, c'est un. Mais pour les points noirs que j'ai soulevés, moi, je le relance en période Splinter Cell toujours, mais j'arrête pas de pester, quoi. Parce que je me dis, tu le fais en râlant. Ouais, je le fais en râlant, parce que l'écriture, parce que pas Michael Ironside, parce que le flair sur le dos, c'est pas possible. Alors c'est le gameplay. Mais parce qu'il y a le gameplay est cool. Et oui, tout à l'heure, je voulais faire la différence. Moi, je crois que c'est un peu pareil pour toi. C'est moi ce qui compte le plus. Étrangement par rapport à mon métier, mais ce qui compte le plus dans le jeu vidéo, c'est l'expérience du gameplay. C'est l'immersion et le gameplay, parce que je viens de l'école arcade, parce que je viens de l'Amstrad, et que l'histoire c'était le dernier souci de Barbarian, c'est Target Renegade, tu vois. Voilà, donc le gameplay est quand même excellent, surtout si je vous dis vous le jouez en mode perfectionniste, et alors il y a plein de qualités dans le jeu, et c'est vraiment dommage qu'il soit gâché par ces points en dessous. Donc Blacklist c'était 2013, maintenant on peut retrouver où notre petit Sam Fisher? Alors on l'a aperçu plein de fois. On l'a aperçu comme guest. C'est devenu un guest. C'est une guest, tout à fait. Okay. Il a plus de jeu à part entière, malheureusement. Mais il apparaît dans les deux derniers Ghost Recon, le Wildlands et le Ghost Recon. Je dirais pas ce mot, c'est toi qui le dis, voilà. Le dernier Ghost Recon. Bien que les missions de salle dans les deux derniers sont très très bonnes. Oui.
Et il est plus vieux, ça se voit. Il a repris son look. C'est toujours Michael Ironside. Ouais, qui reprend. Donc il reprend le. Mais on fait quoi? C'est un personnage? C'est quoi? C'est un skin? Non, on va dire c'est un personnage non joueur qui va te donner une mission que tu vas faire avec lui. Alors ça c'est dans Wildlands. Ça c'est dans Wildlands. Ouais. Dans Breakpoint on peut jouer. Voilà, mais on peut. Ça sera mon anecdote pour la fin. je laisse. Ouais, ok. Ouais, le retour de Michael Ironside et donc des missions liées avec les Ghost Recon où ils vont s'entraider et il est directement jouable dans Breakpoint. Mais Breakpoint c'est un splendide gâchis aussi après Wildlands. Alors je sais qu'il y a une nouvelle mise à jour, je l'ai relancé il y a pas très longtemps. Moi je trouve que c'est toujours pas au niveau de Wildlands, de l'immersion de Wildlands, des animations de Wildlands. Pour moi c'est pas possible, les animations de base des persos. À force de chercher le réalisme, t'as l'air d'un con. Je suis désolé. Et donc Sam c'est des skins. Alors vous pouvez jouer Sam, vous pouvez jouer Grims de tir, vous pouvez jouer même son pote de Conviction et son sidekick de Blacklist. Mais c'est un skin qui vient se coller sur les personnages de Breakpoint. Ouais, ok. Et l'animation, Elle colle pas. elle colle pas. Après, Ghost Recon Wildlands est un excellent jeu. On va parler une ouais. fois. C'est vraiment pour moi le dernier vrai bon jeu Tom Clancy. Ouais. Et c'est un jeu qu'on refait de temps en temps d'ailleurs. Ça me rappelle une sombre histoire de tractopelle. Oui, je crois que tu avais donné l'anecdote. Mais alors c'était moi au volant du tractopelle et en Sam Fisher. C'est vrai. Voilà, Donc on n'était pas très fufu. Ouais, pas du tout. Et c'était hilarant. Et voilà, malheureusement, Sam Fisher pour l'instant, c'est ça. C'est une guest de luxe jusqu'au remake. Du coup, le remake, alors, vos attentes, qu'est-ce que Un bon jeu. vous y croyez? Attends, on n'a pas fait le tour parce qu'il est encore apparu dans d'autres jeux Ubi. Il est dans un jeu portable, tu sais, qui convoque toutes les grandes figures Du jeu portable. d'Ubisoft. Où tu peux jouer des persos de Rainbow Six, tu peux jouer des persos de Ghost Recon, un espèce de... Non, c'est un gacha, un truc. Non, ça a plus l'air d'être un XCOM du pour. Ça me parle pas du tout. Non. Après, c'est vrai que moi, les jeux portables, ça peut J'aurais bien un Templessi, Assaut, un truc comme ça, super. quelque chose comme ça, ouais. Ah, on n'a pas fait notre devoir là-dessus, mais du coup. Ouais. On peut retrouver ces Google Glass dans The Division. Il est fréquemment invoqué aussi par les lapins crétins qui se déguisent volontairement en Sam Fisher. Ça, j'ai vu. Et donc, on disait le remake, alors, votre espoir, vous y croyez pas? On n'en sait pas grand-chose. Et ils veulent quand même changer des choses, hein, j'ai l'impression, par rapport au premier. Après, améliorer le gameplay, ou du moins moderniser le gameplay, ça me paraît être une bonne chose. Moi, c'est plus l'histoire, le lore, qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau. Ils parlent de moderniser la saga. Déjà, a priori, ils parlent de faire de changer les pays existants contre des pays fictifs, par exemple. Donc, à voir. Moi, j'avoue que j'y jouerai, mais je suis quand même assez fébrile. Et toi, Eric, du coup, remake, futur de la saga. Ouais, très curieux de ce que les nouvelles équipes d'Ubisoft vont proposer. Et puis, j'essaie déjà de pas me fier à une bande-annonce, donc là, il y en a même pas. Donc tu te doutes que voilà, je suis super ouvert, je suis Dans une boutique online. big fan. T'es motivé. Ouais. S'ils réinventent la roue du bon côté. Ou peut-être un jeu. Peut-être pas, juste être ultra respectueux du premier et avec plus de possibilités de gameplay tirées des opus suivants. Mais j'espère vraiment qu'ils respecteront le matériel de base. L'intention première. Et jeu multijoueur, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du multijoueur, Kira. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas la composante du jeu qu'on a le plus joué. J'en ai fait quelques-uns, mais pas plus. Après, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le multijoueur est arrivé dans le 2, du coup, avec le mercenaire versus spy. Le mode coop dans le 3, avec toujours mercenaire versus spy. Ouais. Le 4, on avait pas de mode coop, mais mercenaire versus spy, de mémoire. Conviction, il y avait un mode coop, mais pas mercenaire versus spy. Et le dernier, Gatou, c'est un maxi best-of. C'est ça. Tous les modes multijoueurs de la saga Splinter Cell. Donc ça reste assez évasif, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on a travaillé plus, parce qu'au final... Mais c'était des excellents modes multijoueurs. Surtout Merc versus Spy et les coops étaient excellentes. Donc c'est des jeux qui ont marqué beaucoup de points de ce côté-là aussi. Nous, on l'avait beaucoup pratiqué sur Blacklist. Avec, comme tu disais tout à l'heure, défense d'ambassade, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était du bon mode multijoueur à l'époque, en fait, ça n'avait pas... Il n'y a pas encore de Season Pass à l'époque de DLC. La bonne époque. Ouais, et justement, je voulais en parler tout à l'heure, c'est que ça a étonné les plus jeunes, mais à ce moment-là, les jeux sortaient finis. Ils étaient
Stable. Voilà, et c'est à partir de la 360 qu'il y a eu vraiment le début de l'habitude des mises à jour et des patchs et tout, mais c'était des jeux super propres à leur sortie, On avait la ultra galette, bichonnés. pas branché sur les Xbox Live. Ouais. Et volontairement, on n'a pas parlé de l'épisode PSP, 3DS peut-être. Alors, parce qu'on n'y a pas joué. Et Essentials sur PSP est connu pour pas être très bon, parce que c'est un best-of des 3 premiers, qui tire des pistes vers double agent, mais ça a pas l'air très réussi. Puis le gameplay apparemment c'est pas possible. autant se bouffer les doigts. Et la 3, ouais, et puis la 3DS c'est pareil dans la version de base, ça a l'air un peu mieux avec le stick supplémentaire là. Oui, quand on rajoutait le petit stick. Tu pouvais avoir un MGS3 comme ça aussi, ou des Resident Evil. Il y avait le stylet aussi qui permettait d'accéder à son inventaire. Mais c'est pas la meilleure façon de découvrir Chaos Theory, parce que le 3D c'est Chaos Theory. Refait. Mes notes me disent que le jeu mobile que tu parlais, ça s'appelle Tom Clancy Elite Squad. Merci. Je savais Sorti qu'il y avait en un truc. 2019. J'ai travaillé, les Il y a gars. un truc. Oui, et puis on a oublié de le dire, il est dans Rainbow Six aussi en version. Alors il s'appelle Rainbow Six Siege. Ouais, il s'appelle Zero dedans, version vieillie, barbu. Voilà, ça. Et ouais, les gars. Très bien. Vous voyez, je vous ai appris des choses, là, hein, je vous ai appris des choses. Ouais, si. Est-ce que vous voulez finir sur des petites anecdotes que vous avez sur la saga? Enfin, c'est vrai que vous en avez déjà donné tellement, mais encore peut-être des petites anecdotes. Moi, j'ai une petite dernière, en fait. Pourquoi ils ont choisi le nom Splinter Cell, en fait? Est-ce que ça a un rapport avec Dragon Ball et Cell? Eh bah, pas du tout. Mais qui est presque, hein. Non, mais je saurais plus. Mais complètement faux. En fait, ça désigne les petites unités opérationnelles indépendantes de la NSA, en fait, dans la vraie vie. Donc, la ça NSA, existe bien vraiment, sûr, non voilà, c'est l'agence de renseignement américaine, donc on appelle ça des cellules dissidentes. Pas sous ce nom-là. Ça Pas s'appelle sous ce nom, ça, d'accord, chose, mais ça, inspiré de évidemment. cellules qui Oui, existent c'est ça. vraiment. Ouais, bien Ok. sûr. Avec une petite anecdote. Ouais, bah plus perso du coup, parce que pour ceux qui rêvent d'un Splinter Cell en monde ouvert, il y en a pas beaucoup. Enfin, c'est un vieux fantasme aussi Akira de temps en temps. Mais en fait, pour moi, il existe déjà, et c'est Wayland, parce que alors dans celui-là, Sam reste PNJ, mais vous débloquez tout son équipement dans le jeu. Et tu peux l'avoir le Ouais, skill. Et l'agent voilà, de- alors c'était à débloquer sur des events à l'époque et tout. Maintenant, ça vous coûtera 5 ou 10 euros en fonction, parce que la boutique est toujours ouverte, mais pour avoir les fameuses Google. Mais si vous réussissez à faire votre costume de Sam, il est parfait. Vous lui mettez la cagoule en plus, pas besoin d'avoir réussi votre éditeur de perso, même s'il y en a un qui lui ressemble pas mal. Et donc, en plus, c'est légitime parce qu'il est sur place pour aider Ghost Recon à ce moment-là. Et bah oui, en fait, vous virez les voix, vous virez les coéquipiers, et vous avez un excellent Splinter Cell en monde ouvert. Pour peu que, comme tout à l'heure, on s'applique des Limitation. auto-limitations, c'est-à-dire que toutes les bases, vous allez les approcher dans l'idée Dans l'esprit Splinter. dans l'esprit Splinter, c'est-à-dire en essayant d'être le plus furtif possible et de faire le moins de victimes possible. Et alors, je fais un petit truc, c'est que je prends un dé de 6. Voilà, je réinvente je fais un côté RPG. Bonjour et Dragon, c'est Baldur's Gate. Exactement. Merci. Tu prends un dé de 6 et tu prends une feuille et tu mets 6 titres qui sont transport, communication, chef de la base, hélicoptère, point de collecte. Enfin voilà, vous en faites 6. Vous tirez 2 fois ou 3 fois le dé. Et vous avez vos objectifs de mission, qui peuvent être tuer le chef de la base, faire exploser l'hélicoptère, faire des explosions. tes propres... Voilà. Ok. Et à chaque nouvelle, parce que Two Island, c'est une immense map bourrée ras à la gueule de bases ennemies. Des événements, ouais. Et donc t'arrives sur chaque base et tu lances ton dé de 6 et t'as tes missions t'as tes objectifs de mission pour la base. Donc ça, c'est Ghost Recon Wayland. Ouais. Qui est encore très très jouable maintenant. Et ouais, on y est. Et malheureusement, oui, pour les raisons que je disais tout à l'heure, Breakpoint, je trouve que ça marche moins bien malgré. Il y a quelques bonnes features, mais vraiment, même ils ont dû changer le moteur graphique, les mouvements des personnages sont plus du tout Ah ouais, pareils. et puis cette Et île, puis ils se fatiguent à peine ils ont un peu une côte ou sans avoir des gravats. Ah, ça, c'est insupportable. elle est pas immersive du tout cette île. Enfin, je sais qu'il y a eu plein de mises à jour, je sais pas. Non, l'île en fait c'est un peu un côté Silicon Valley, pareil, île fictive avec une Apple, on va dire. Bah encore les conséquences de la Bolivie, Ouais. des problèmes avec la Bolivie, C'est ça. jusqu'à l'ambassade française qui m'a appelé, ça je peux Ah dire. ouais, carrément. Ouais, ça... ouais, non, ils ont perdu en fréquence touristique dans le pays à cause de la sortie de Wildlands. La Ouais. Bolivie, ok. Bon, en même temps, qui va en vacances en Bolivie? Eh ben, ouais, attends, parmi plein de nos gens, auditeurs, donc ouais, il y en a peut-être. Très Ça a bien. l'air très beau, en tout cas. En tout cas, la map est très Des romans aussi, a priori.
Ouais, alors Ça, on j'en lit ai pas lu trop, qu'un hein. par nécessité professionnelle, parce que j'ai écrit un Splinter Cell. Est-ce que tu veux nous en parler? Bah super rapidement, si tu veux. C'est dans les périodes où tu sais pas forcément quoi écrire. J'aimais bien faire des exercices de style où tu t'inventes pas forcément. Tu vois, tu fais un Batman, tu fais un Star Wars, tu fais un Wolverine. Et là, il y a 4 ou 5 ans, je me suis dit tiens, j'ai tellement envie de raconter une histoire sur Splinter Cell. Donc voilà, j'ai écrit un 22 pages de comics. Et c'était marrant de les refaire dans cette idée de journaliste, c'est-à-dire d'aller choper toutes les marques, vraiment déchiffrer les infos de chaque news et tout pour avoir les. Par exemple, je sais que la marque de pâté pour chien la plus connue dans le monde de Splinter Cell s'appelle Canine. Tout, voilà, parce que j'ai enquêté sur le sujet. Tu vois. Et ouais, c'était marrant de les faire comme ça. Et ça n'a pas pu se faire avec pourtant Glénat qui avait les droits Ubisoft et que je crois qu'ils y sont toujours parce qu'ils ont pas Tom Clancy justement. Ils ont tous les droits Ubisoft sauf Tom Clancy. Okay. Donc faut que j'aille encore draguer ailleurs si. Ubisoft, si vous nous écoutez. Peut-être. Bah, écoute, peut-être. Failli faire un autre truc avec eux, mais ça s'est pas fait non plus pour d'autres. D'autres choses à rajouter, messieurs, sur la saga Splinter Cell? Comment vous voulez conclure ce long podcast? Bah, j'espère que ça vous a plu autant que nous d'en parler, en tout cas. Ouais, moi c'était un plaisir. J'espère que tu reviens quand tu vous veux. avez. C'est vrai. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super. Merci encore pour ta chronique aussi. Je tiens à dire que c'était parce que là les gens font en fait ils se connaissent et tout, mais non en fait c'était pas du tout pistonné parce que déjà on se connaît peu. Là on s'est vu plus pour l'émission et c'était un plaisir de te revoir. Mais je veux dire la chronique du coup les Royaumes sans nom. Tu es le scénariste de la bande. Le Royaume sans nom, ouais. Mais je sais que les hors-sujets et ça c'est un truc que j'adore dans votre podcast parce que je suis vraiment fan. Je fais rarement la bouffe sans écouter par semaine au moins une fois le podcast. Mais je sais que c'est toujours des coups de cœur sincères les hors-sujets, contrairement à l'actualité des jeux vidéo qui est aussi voilà. Sauf pour Cimetière. Voilà. Sauf pour Cimetière, ouais. T'as eu les dents bien dures sur certains coups de cœur récemment, mais voilà. Donc merci pour ça. Écoute, merci. Je suis ravi qu'il t'ait plu. Et puis c'était un plaisir d'être là. J'espère que vos auditeurs ont passé un bon moment. Oui, écoute, on espère aussi. Pour renouveau disclaimer, mais c'est vrai que on enregistre dans des conditions un petit peu différentes, atypiques, dans un magasin de jeux de société. Charles, son propriétaire, nous accueille. Donc un grand merci. On n'a pas fait un coucou à May de chez Glénat, qui est donc aussi en partenariat avec Glénat pour gagner les albums. Les questions, elles seront posées sur vos réseaux sociaux, c'est ça? Sur Twitter, exactement. Donc là, le podcast sera diffusé le 25 décembre, si tout va bien. C'est un cadeau de Noël. C'est votre cadeau de Noël, c'est vrai. Et dans la semaine, il y aura le concours lié à ce podcast qui vous permettra de gagner des bandes dessinées donc, scénarisées par le grand Eric Hanna qui est avec nous aujourd'hui. Mais un grand merci à May encore et au partenariat, c'est chouette. Tu nous donnes peut-être ton actu en ce moment, les bandes dessinées que tu Ouais, les 3 dernières qui sont sorties en 2 mois, c'est Le Royaume sans nom, Altamont, donc les 2 qui sont à gagner là, et puis 12. Donc c'est un triple split jump éditorial parce qu'il n'y a aucun sujet qui se ressemble entre un hommage shakespearien avec des animaux, la chronique désenchantée d'un festival des années 60 qui s'est très mal passé et un huis clos avec de l'ultra-violence Agatha Christie. Ça n'a rien à voir. Tu nous as fait le grand écart de Sam Fisher. Là. Un trip, j'ai fait un double spin jump. Ouais. Kira, un petit mot pour la fin? Merci à vous de nous avoir écoutés, en tout cas. Merci à toi d'être venu, Eric. Un plaisir à nouveau, c'était super. Depuis le temps qu'on en rêvait, c'est fait. Moi, je vous souhaite du coup des bonnes fêtes de fin d'année. Oui, la même. Le premier pour notre la taverne du Gamer Awards. Voilà, la taverne du Gamer Awards et pour redémarrer une nouvelle année de façon classique. Espérons qu'on en refasse une émission ensemble, Eric. Il y a plein d'autres. Resident Evil, Zelda. Je sais que tu es inépuisable sur Dead Space, quand tu veux. Ah, intéressant. Écoutez, merci à tous. À la semaine prochaine. De bonnes merci fêtes. À vous. Bonne fête à tous. Bonne fête et puis à très vite. Ciao. Au revoir. Ciao.